Hello! Non, oh, c'est qui parle en premier dans cette émission? Non, mais il va se calmer lui. C'est incroyable ce truc. Bon, c'est les copains, ça va? On va faire le petit alors, vous le voyez, aujourd'hui, nous sommes en équipe un peu réduite, et là, Keycord va nous rejoindre. Il a eu un petit contretemps, de toute dernière minute, pile au moment où on lançait le live, donc il va arriver, on va pas rester sur cet écran noir que vous voyez, ne vous inquiétez pas. Par contre, vous avez le droit de nous dire, comme d'habitude, si vous nous entendez bien correctement. Et voilà. Non, mais Tigurius est déjà ivre puisque c'est on va pour Keycord, on va. Salut Id Anonyme, j'entends toujours pas Clément, toujours pas. Bah alors? Bah, pourquoi il était mute? Bah voilà, en fait, tout simplement. Il était tout Le simplement mec s'aut mute. le mec s'auto-mute en fait. Il savait qu'il allait prendre la Ah, mais non, mais parole j'étais pas avant moi. là. J'étais pas là la dernière fois, c'est pour ça, en fait, il était mute. Ah, dis-nous tout. C'était pour Et du coup, ça. maintenant, c'est bon, vous devez l'entendre. Voilà, c'est bon. Merci, Ouais, ouais. d'anonyme. Alors, qui on a pour l'instant? Tigurius, Keycord, Scarlix. Tiens, Keycord, il est dans le chat, mais il n'est pas dans l'émission. Mais que fait-il? On a, on a Gidinho, Vieille Blatte. On a aussi donc Id Anonyme et bien évidemment Scarlix. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est bien. Scarlix, faut le dire 2 fois. Il est important. Hmm. Alors, alors, bon, ce soir, moi je vous préviens. Voilà, d'ailleurs, ça se voit. Hein, je me suis mis tranquille. Déjà que d'habitude, j'en fous pas une ramée, mais alors ce soir, je vais encore moins en faire. Parce que ce soir, les gars, Clément, ça fait à peu près 4-5 émissions qu'il se retient de parler pour ce soir. Il a tout gardé. Et ce soir, il va T'as tout l'impression envoyer, les gars. que j'ai Ça pas va parlé être depuis un mois, tu sais. Clément Time. Alors, logiquement, on était censé commencer par le sujet, par un petit sujet news de Keycord. Donc du coup, on va faire comme dans les vraies émissions, tu vois, les émissions professional. Profession. Euh, on va meubler sans que ça se voit le temps que Keycord arrive pour que ça paraisse tout à fait naturel. Voilà. Alors logiquement, vous allez me dire, dans les vraies émissions professional, ils le disent pas. Peut-être. C'est peut-être vrai. C'est Mais peut-être. nous, on est des professionnels transparents. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on fait. Alors, du coup, Clément, le programme de ce soir, c'est quoi, grosso modo? Alors, le programme de ce soir, parce qu'on a une petite news de Keycord, et après, on se concentre et on va échanger dans la joie et la bonne humeur sur les nouvelles règles de Age of Sigmar, tout simplement. Hey! Bonsoir à tous, excusez-moi pour le retard. Pas de soucis. C'est inadmissible, monsieur. C'est un scandale. Voilà, vous l'avez vu, regarde. Et hop, ni vu ni connu, Keycord arrive. On n'a même pas eu besoin de commencer le sujet de Clément, ni rien. On a meublé parfait. C'est ça. On est des pros, on est des pros, je Sont le dis. des professionnels. Scarlix, meublé avec de l'IKEA ou du but? Alors moi, personnellement, ça, c'est de l'IKEA. On est sur Du Schlebegum. une Kallax de qualité, un blanc finition mat satin. Parfait pour ranger les jeux, toute type de jeu. On a même Mythic Battle Ragnarok qui rentre dedans, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis. Grosse info. On va commencer avec la news de Keycord. Maintenant qu'on a fait nimp et qu'on a dit bien de C'est la ça. merde, on va quand même attaquer un peu les vrais sujets. Alors, que voulait nous raconter notre cher nain Bougon Alors, ce soir? alors c'est une petite, on va dire, c'est un petit rappel, une petite chronique sur Warhammer Underworld saison 4, puisqu'on est arrivé au bout, dans le sens où toutes les sorties qui étaient prévues pour cette saison 4 ont été faites. Donc je rappelle qu'il y a eu en premier la boîte Dire Chasm avec les Sylvanettes et la bande de Stench, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a eu les Kagras Ravageurs, donc les Slave to Darkness. Ensuite, il y a eu les Séraphons. Ensuite, les Vampires, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a eu les Vampires. Il y a eu ensuite, je crois que c'est... il y a eu les Orques, les Orques, les Sylvanettes, les Idonettes, pardon.
Et il m'en manque une. Et Les Daughters of Cain, non? Et les Daughters of Cain, voilà, exactement. À partir de maintenant, les gars, on va tout dire en français. Oui, Je c'est vrai. l'annonce. Donc, ce sont les filles De Cain. Voilà. Et il y a eu également une autre petite chose qui est sortie pour Warhammer Underworld, qui est un paquet de cartes universelles. Il y a 15-20 cartes dedans de mémoire. Alors, je les ai eues, je ne les ai pas encore ouvertes pour être franc avec vous. Mais normalement, donc voilà, ça clôture la saison 4. Mais on n'est pas à l'abri, comme ils font chaque saison, de rajouter soit une bande, une ou deux bandes supplémentaires avec une boîte annexe, comme ils ont fait l'année dernière avec les champions Dreadfane, où il y avait une faction Stormcast et une faction Nighthunt bande qui ont été rajoutées. Donc voilà, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une ou deux factions supplémentaires en plus pour clôturer cette saison. Voilà. D'accord. Ah, donc tout est sorti, mais peut-être pas, en fait, c'est ça? Exactement, parce qu'ils ont l'habitude de nous sortir juste au moment où la saison passe à la suivante, nous sortir un ou deux petits trucs en complément. Alors ça peut être des D'accord. ça peut être des bandes, ça peut être voilà. Ok. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous annoncer ça, puisqu'effectivement, là, on est à la fin de la saison pour Warhammer Underworld, puisque s'ils suivent ce qu'ils ont fait les années précédentes, on devrait avoir la nouvelle saison à la rentrée. Ok. Après Et là, alors attends, parce que du coup, tu sais, hein, tu me connais maintenant, moi, finalement, je découvre beaucoup de choses en termes de jeu. Je découvre beaucoup de choses au fur et à mesure que vous présentez. Là, on est sur la version jeu semi-plateau de chez Games, c'est ça? c'est ça. C'est enfin, c'est une partie d'escarmouche, voilà. Là, c'est la saison 3, c'est celle qui suit Beastgrave, là? Saison 4, d'accord. Voilà. C'est celle qui suit Beastgrave, effectivement. Ok. Voilà. Donc j'avais acheté une bande Beastgrave, mais juste pour la peindre, là, les petits gobs, là. Ouais. Avec leurs deux squigs. Oui, ok, donc ça c'est... Pardon? C'est dans l'univers des Age of Sigmar, effectivement. Oui. Ouais. Mais c'est cool ça en fait, c'est des petits comment dire, des petits sets de figurines qui sont pas très chers. Je trouve ça assez cool en fait quand on veut justement, quand on cherche un truc assez qualitatif à peindre et tout, parce que on a l'avantage d'avoir des figurines de chez Games Workshop qui sont quand même de qualité. Là tu vois, quand Clément a fait défiler les images, j'ai un peu snipé les... J'avais pas fait gaffe que ça existait là-dedans, mais il y a les... Alors, je dis les skinks, les lizardmen, là, je sais jamais comment ils s'appellent. Séraphon. Les séraphons. Les séraphons que j'adore, que je trouve vraiment trop beaux. Et alors ça va me chauffer sévère. Et il y a aussi les Uruk. Exactement. Il y a eu les Uruk, il y a eu les Iron Jaws aussi dans la première saison. Je parlais pas des Uruk, pardon, je parlais des Iron Jaws, t'as raison. C'est ceux-là que j'ai snipe. Alors ceux-là sont de la première saison, effectivement. Mais ces figurines-là, effectivement, sont jouables dans AOS, sont jouables aussi. Et moi, personnellement, je m'en sers beaucoup pour faire mes bandes à Warcry, par exemple. D'accord. C'est un bon moyen, c'est des belles figurines. Alors, souvent, il faut, si vous voulez jouer sur AOS, des fois, il y a des profils qui n'existent pas ou qui ne sont pas directement adaptables sur AOS. Donc, il faut souvent attendre des fois un petit laps de temps que ça sorte sur un White Dwarf ou un truc comme ça pour que ce soit adapté. Mais globalement, c'est jouable très rapidement. Ok, mais là du coup, par exemple, je vois là dans ce que tu montres, Clément, il y a sur les Iron Jaws, il y a quoi? Il y a 3 figues en fait dans la bande? C'est ça. Oui, ils sont que 3. Mais c'est des bons, ils tapent très fort. Comme la... Ah non, mais moi ça me plaît bien ça, tu vois. Avoir une bande de 3 figues à peindre, tu peux te lâcher, tu vois. Tu peux pousser un peu le niveau de peinture en te faisant plaisir. Ça te prend pas si longtemps que ça parce que t'as que 3 figues. Et en plus, tu vois le projet qui avance très très vite. C'est-à-dire, tu dis, ok, j'ai 7 bandes à peindre. J'en ai 3. T'en as peint une, t'as fait un tiers du taf. C'est clair. Je trouve ça génial. En vrai. Et c'est ça ce qui fait qu'en fait, chaque saison, il y a des nouvelles bandes. Alors, pour répondre à Rabalite sur le chat qui demande comment se joue le jeu, alors le jeu, si tu veux vraiment le voir très rapidement, tu as des parties sur YouTube, sur le net, tu peux en voir. Tu as aussi un jeu en ligne sur Steam, où tu as déjà les bandes qui peuvent se jouer très facilement aussi. Maintenant, le principe du jeu, c'est un affrontement, c'est un duel entre 2 bandes. Et le but, c'est qu'à la fin des 3 tours de jeu, où tu auras 4 activations de figurines pendant ces tours-là, donc c'est pour attaquer, pour bouger, etc., tu dois scorer le maximum de points de victoire. Et pour ce faire, tu as 2 paquets de cartes. Un paquet de cartes qui va te faire tes actions, tes équipements, et un autre qui va te permettre de scorer des points d'objectif en fonction de ce que tu seras choisi pour jouer cette bande. Voilà, je te le dis pour faire court. Voilà. Il y a Tig aussi qui a une petite question pour toi, Keycord.
Oui, ils sont bien. Qu'est-ce qui est bien? Quelle Bah, figurine? je pense qu'il veut savoir si les figurines, ça a un profil intéressant pour lui, puisqu'il joue il joue les Ah Iron oui, Jaws maintenant. les Rangers sont très forts, même les derniers, les orques sauvages sont très bons aussi. Je pense qu'il demande pour les intégrer éventuellement dans son armée AOS. Alors là, je connais pas trop les profils de la OS, donc je pourrais pas trop en dire. Mais si ça reste fidèle, c'est des bons frappeurs, quoi. Voilà, c'est des bons cogneurs. De toute façon, Tic, j'ai envie de dire, vu comment dire, l'esthétique des figurines, ça s'intégrera très bien dans une armée classique, en fait, même si c'est une sorte de proxy que tu utilises pour faire, je sais pas, le chef de l'unité ou un truc comme ça, tu vois. Ça se fait bien. Je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de barrière. Bah, à Si titre ce n'est que c'est personnel, un investissement supplémentaire, mais bon, c'est 30 balles pour 3 fings. à Ça titre fait 10, personnel, ça j'avais fait. adapté les Fire Slayer de la première saison et ils étaient vraiment, par contre, pour le coup, pas terribles en version AOS. C'est Ouais. très fréquent apparemment que les bandes Underworld soient à chier tout simplement sur AOS en fait. Ah oui? Ouais. En fait, c'est plus utilisé comme proxy pour se faire des héros ou Ouais. ce genre de choses, parce que souvent t'as un héros dedans ou d'autres figurines. Mais c'est très Sur, rare qu'elle soit rentable en fait à jouer. sur les Night Taunt, c'est quoi? C'est la Reine des Ronces, c'est ça? C'est La ça, ouais. bande, Il y a la Reine des Exactement. Ronces, Ouais. oui, il y a- et là, du coup, ici, alors, sur les. Non, j'ai encore perdu le nom, j'arrive pas à l'imprimer. J'essaie de dire les noms en français, en fait. C'est lesquels que tu Les, penses? les tueurs. Non, les tueurs de feu. Non, c'est quoi déjà? Ah, les pyrotueurs. Les pyrotueurs. Les pyrotueurs. Voilà, pour les pyrotueurs, hashtag Fire Slayer, Non, ils sont pas, je sais pas ce que ça vaut. non, ils sont pas bons du tout. Ils sont pas J'ai bons. Ah, essayé, ok. j'ai essayé de les jouer, j'ai fait une partie d'ailleurs à Joe Sigmar là-dessus, et vraiment, ils étaient pas bons. Ouais. D'ailleurs, Après, je trouve que c'est un bon moyen de. Comment dire? Tout simplement de varier les types de figues en fait et juste de les intégrer dans une unité. Ça te fait des figues alternatives qui sont cool, qui en plus sont parfaitement intégrables en fait parce que c'est la même marque, c'est la même échelle, c'est les mêmes armées, tout ça. Donc de toute façon, c'est hyper bien intégré. C'est pas comme quand tu te prends une unité de proxy d'une autre marque où tu as des petites différences parce que c'est pas les mêmes sculpteurs, c'est pas, enfin tu vois, il y a des différences de toute façon. Là, au moins, tu es sûr que ça rentre dedans. Donc je trouve que c'est quand même pas trop mal quoi. qui est fort, c'est que Salut Indie Wargame. c'est une bande qui peut te servir donc bien sûr pour Underworld, mais qui peut aussi te servir pour Warcry et pour Age of Sigmar. Donc c'est quand même pour 3 jeux différents, tu peux utiliser ces figurines. Voilà. Yes. Et certainement, il y a des possibilités certainement de faire des rapprochements avec des Warhammer Quest, ce genre de choses. Et pourquoi pas dans les prochains, les dernières boîtes là, sur lesquelles on a joué, là, j'ai plus le nom. Warhammer Quest, c'était Curse City. Curse City, Curse ouais. City. Il y aura peut-être des trucs qui permettront de les jouer après, hein, Peut-être. en tant qu'héros, hein, bien Ok. sûr. Hein. Ouais. Bon, donc pour conclure sur cette petite news, c'est donc voilà. Maintenant, pour ceux qui ont envie de se lâcher, de se faire la collecte complète de toutes les bandes, YOLO quoi. Mm, mm. Tout Oui, il y a est de quoi faire. dispo. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est qu'il faut savoir que Underworld, comme ça existe maintenant depuis 4 ans, il faut savoir qu'il y a plein de modes de jeu alternatifs qui sont sortis, enfin plein, il y en a quelques-uns. Notamment, il y a un mode de jeu où c'est du coop contre un géant, par exemple, un gargante. Il y a un mode de jeu aussi où c'est dans une arène, chacun prend un chef de bande et s'affronte, et c'est au dernier survivant. Voilà. C'est un jeu aussi, on peut jouer à 2 contre 2, voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont sorties qui permettent de rajouter entre guillemets, du contenu et des modes de jeu à Warhammer Underworld, dans ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Ok. Et dernière chose, il faut savoir que ils ont mis en place, alors pour l'instant ça se fait pas trop en France, à cause du Covid c'est arrivé entre-temps, mais ils avaient dans l'idée de mettre en place des tournois pour ceux qui ont commencé cette année sur cette saison, un mode tournoi pour tous ceux qui avaient toutes les saisons et ainsi de suite, donc pour permettre aux gens de venir progressivement dans le jeu. Ok. Voilà. Et oui, du coup, pour répondre à Arbalite, même si Scarlix l'a déjà fait, non, en effet, c'est là, Keycord présente juste la news. On va pas faire de partie ou quoi que ce soit. En fait, parce que c'est vrai qu'on le reprécise jamais. En fait, à chaque fois, on part du principe que on est connu par la terre entière, tu sais, mais genre pas du tout. En fait, Entre deux guerres, c'est une émission où on rebalaye l'actu en fait de tout ce qui se passe dans le monde, enfin de tout ce qui se passe, de
tout ce dont on a eu vent dans le monde du wargame, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et en tout cas, on essaye d'être assez généraliste pour, voilà, pour balayer les news. On a en plus des profils qui sont différents, c'est-à-dire que moi, je suis plus branché peinture et je joue à aucun jeu en particulier, même si là, à cause d'un vil Clément, je suis en train de plus en plus de me mettre à OS. Mais il y a aussi du A Song of Ice and Fire, ce genre de jeux qui peuvent m'intéresser. Keycord et Clément qui sont ici sont très portés sur toutes les Games Workshop, même s'ils ne font pas que ça. Mais en tout cas, ils suivent de près l'actu de Games. Et ensuite, on a Marco et Uriel, donc nos deux barbus, même si finalement on l'est tous un peu. Mais Marco, lui, il est plus branché sur Marvel Crisis Protocol. Il est en train de se mettre aussi à OS. Il suit pas mal Kairis, qui est un jeu qui est en train de se mettre en place. Et pour ce qui est de Uriel, c'est tout ce qui est la partie historique. Voilà. Donc comme ça permet de refaire un peu le point sur les missions. Pour ceux qui nous découvrent. Et d'ailleurs, là, en parlant de tout ce qui nous passe devant les yeux dans l'univers du Wargame, on fera peut-être plus une petite présentation, une petite news dans la prochaine émission, parce que je viens juste de l'apprendre là, juste avant qu'on commence l'émission, de la part de Indie Wargame, qui est parmi nous dans le chat, aussi connu sous le nom de Boonit, qui est le créateur de Warband, un jeu en cours de création. Il a du coup sa chaîne YouTube qui s'appelle Indie Wargame, que vous pouvez aller voir si vous voulez découvrir le jeu. Il est venu, c'était quoi? C'était la dernière émission ou celle d'encore avant? Merci Figin33. Je sais plus. Bref, il est venu dans une émission précédente pour présenter le jeu, et il vient de me dire que il y avait 2 nouvelles figurines qui sont dispo désormais. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne YouTube, sur son Discord. Mais dans tous les cas, on balayera ça sur une autre émission, la prochaine, avec un peu plus d'infos, notamment les photos. Voilà, petite news non prévue. Et du coup, maintenant on va passer sur le gros du sujet. Donc là, moi je vais m'éteindre et puis je vais laisser Clément parler. Ah ouais, non, là on va faire un échange, on va tous donner son avis, parce que c'est... regarde, allez, hop. Allez, voilà. Salut. Écoute, bonne émission les gars. Je vais désactiver ta caméra du coup. Vous me réveillez quand c'est fini, hein, parce que là c'est... Fais gaffe, hein, je suis vraiment en train de t'enlever là. Tu sais très bien que quand on me voit plus, on perd des follow, tu le sais. On a déjà fait le test, Clément. Écoute, pour l'instant, ça a l'air de pas trop impacter. Pour l'instant, c'est stable. Non, mais allez, en vrai, on passe sur le gros sujet de l'émission. Évidemment, on pouvait pas passer à côté de ça. La sortie de Dominion, la grosse boîte de la V3, de la nouvelle version de Age of Sigmar, qui a déjà fait pas mal parler, évidemment, et qui a fait pas mal parler parce que la version 3 arrive avec un gros bouleversement des règles qui va vraiment changer la physionomie des parties, qui va vraiment changer la manière de jouer. Et on va avoir l'avis de Clément, notamment, qui est un peu the expert. Mais en gros... on a l'avis de notre expert sur le terrain. C'est ça. Alors Clément, qui est en envoyé spécial directement dans le QG de Games Workshop à Londres. Je suis chez Games ici, c'est la guerre. Non mais en vrai, ouais, c'est vraiment quand même un gros... c'est vraiment une grosse news dans l'univers de Warhammer, de Games, de Age of Sigmar. Et donc du coup, on va essayer de décrypter un peu ça pour voir quels sont les changements. Et si, peut-être, je sais pas, si cette nouvelle version peut réconcilier certains qui étaient un petit peu fâchés, on va dire, avec le système de jeu AOS pour l'intégrer. Est-ce que ça va vraiment tout bouleverser? En quoi ça va bouleverser? Quelles sont les nouveautés? Comment je m'appelle? Tout ça. Bref, toutes ces questions tout de suite. La réponse par Clément. Avec Scarlix qui, bam, se réabonne pour le 3e mois consécutif. Et bouilla, merci Scarlix. Alors, première chose qu'on va parler, parce que je pense qu'on a pas mal de choses à dire.
hop, je vais vite fait passer dessus. Je pense que la première chose déjà à dire sur ces nouvelles règles qui sont sorties lundi dans l'après-midi, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait de la part de Games pour la mise en forme. Alors, on va revoir aussi parce que ils ont voulu faire quelque chose de clair, de bien détaillé pour éviter les entourloupes, on va dire, et les abus au niveau des règles. Sauf que ça a donné quelque chose d'assez lourd, des fois, à lire. Même des fois un peu bizarre, on se retrouve avec des règles un peu cachées sur le côté des pages. Faut vraiment tout lire, faut faire attention. Donc des fois, c'est dense, c'est beaucoup plus dense. Je rappelle que la V1 de AOS, c'était 2 pages recto-verso. Ça a bien changé. Là, on a quand même un PDF de 44 pages pour nous expliquer les règles. C'est vraiment devenu beaucoup plus dense que ce qu'on avait d'habitude. Donc, hop, je vais vous montrer quelques pages un peu pour vous faire une idée. Donc voilà, on a sur le côté ici. Alors, juste Ouais, là, dis-moi. Clément, ce que tu es en train de montrer, c'est vraiment le livret de règles définitif. C'est C'est le- comme il sera présent, c'est la version PDF. C'est le PDF qui a été fourni par Games. Je les ai contactés hier et ils m'ont envoyé ça en direct. Par mail. C'est vraiment par mail en Et, plus. et sinon, si le commun des mortels veut recevoir ça, c'est comment? Bah, c'est comme moi en fait, faut les contacter par mail. Sérieusement, en fait, c'est sur leur site. Tu as la partie tout en bas, tu vas sur leur site Games, tout en bas, t'as la partie newsletter. règles. Non, c'est même pas une newsletter, c'est vraiment. Alors attends, bah, regarde, on va y aller, ça va être simple. Tac, Et voilà. Et voilà. tu vas tout en bas, Age of Sigmar, les règles. Et comme tu peux le voir, bah, je suis sur la V1, donc je suis pas au bon endroit. Hop. Non, mais les gars, non, mais faut lui dire à un moment donné. Faut lui dire. Et Core Rules, hop. Tu cliques ici. Et en fait, il faut fournir son adresse mail. Et envoyer la J'adore. mienne. Je suis désolé, à chaque fois je rebondis là-dessus, mais le filtre de Twitch, il est génial, quoi. Il considère que dans ta langue, c'est un message à caractère sexuel. J'adore. Si tu coches 3 pauvres trucs et il te l'envoie dans ta boîte mail, dans ta langue, c'est un message à caractère sexuel. Les gars, tenez-vous un peu, merde. On est dans une émission sérieuse ici. Bon, Clément, reprends, s'il vous plaît. Bah écoute, voilà. Tu mets ton adresse mail, tu dis envoyez-moi les règles et il t'envoie les règles juste après. Ok. C'est tout simple. Ça se trouve assez facilement. Ok, donc ça déjà. Et gratuitement. Il n'y a Faut pas le rien à noter parce payer. que- Voilà, c'est ce que j'allais dire. Faut le noter quand même parce que c'est vrai que Games a cette réputation de jeux, enfin en tout cas de produire des jeux qui sont chers, notamment le prix des figurines, tout ça. Là, en l'occurrence, c'est un bon point quand même, c'est qu'on peut avoir l'intégralité des règles gratuitement. Enfin, gratuitement, en leur fournissant notre adresse mail. C'est pas tout à fait gratuit, Ouais, mais c'est simple. c'est quand même pas cher. Enfin, sauf pour... Bref, chacun se fera son avis. Mais en tout cas, il n'y a pas de thune à lâcher. Ouais, c'est ça. Non, mais depuis la V1, de toute façon, leurs règles sont passées gratuites et disponibles sur Internet. Ils continuent là-dedans. Bon, par contre, là, t'as un sacré PDF qui est bien lourd. D'ailleurs, on l'a vu quand j'ai voulu changer de page. Hein. Je passais 2 pages plus loin, il a mis 5 secondes à y arriver. Le Ouais. truc est bien fat, bien lourd, et pareil à lire. Mais par contre, il est très précis malgré tout. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des règles qui ne laissent pas de part au doute, en fait. Ouais. Quand tout est malgré tout, alors des fois pas très bien formulé, mais au moins ça essaie d'être le plus précis possible, donc ça des fois fait des phrases un peu à rallonge. Mais en tout cas, ça prend tout en compte. Et ça donne aussi la possibilité d'avoir quand même un joli PDF, et même en fin de PDF, si jamais vous cherchez, alors, comme vous pouvez le voir sur le côté, le temps de chargement de ce PDF extrêmement lourd. Mais vous avez un index avec tous les mots-clés qui vous ramèneront vers les bonnes pages que vous pourrez chercher. Et j'ai carrément fait cracher. Tu changes ton Minitel, Clément, hein, parce que Ouais. c'est vrai que là, pour les lives, c'est quand même... Là, le temps qu'il réagisse, je vais le laisser tranquillement se reposer, le PDF. Je suis allé un peu trop Il y a- fort avec lui. Il y a... alors, je sais jamais comment faut le prononcer, ce pseudo. Io New Wolf 75, je ne sais pas. Qui dit, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'était pareil pour la version précédente et pour les règles de tous leurs jeux maintenant. Oui, Oui, du coup, c'est ce que tu disais. oui, tout est mais gratuit. c'est- C'est pas systématique encore. Alors, c'est le cas dis- sur 40K et AOS, mais par exemple, ce n'est pas le cas sur Warcry, et je ne crois pas que ce soit le cas non plus pour Underworld.
Ok, bon, dans tous les cas, c'est le cas pour AOS. Ça fait Oui. plusieurs versions, mais voilà, Et- c'est toujours bien de le préciser. Et Parce puis, que c'est vrai qu'on leur tape facilement dessus à Games en disant qu'ils lâchent des gros prix. Mais du coup, quand ils font l'inverse et qu'ils fournissent des choses gratuitement, il faut savoir le dire aussi. Donc voilà, il faut que ça aille dans les deux sens. Le lecteur PDF, il est comme Clément, il fait des pauses. Exactement. Il attend que ça sèche. Tu voulais dire un truc, Kikord? Ouais, je disais que pour Underworld, ils l'ont pas mis au début, mais ils l'ont mis sur Beastgrave, il me semble. À partir de Beastgrave, ils l'ont D'accord. mis par exemple. Ok. Ok. Ou Nightbolt juste avant, je sais plus. Enfin, mais c'est arrivé, mais pas directement en tout cas. Underworld, si, il me semble. Et Warcry, il y a des règles à Warcry? Ah ouais, c'est méchant. Bon alors, il a chargé ton PC ou il est en train de mourir? Non, c'est bon, je suis revenu. Hop. Ah, bien. Regardez, c'est beau. Bon, comme d'habitude, quand on commence les règles, on a 7 pages qui vous donnent le code du joueur. Comment bien vous comporter. Non, on s'en bat les couilles, on va pas trop parler de ça. C'est pas ce qui est intéressant, ça fait un moment que ça existe. C'est pas ce qui est intéressant, mais Mais c'est fait, en tout cas. c'est quand même bien de le faire. Je trouve que c'est une bonne initiative en fait de rappeler, même si ça paraît basique en fait, tu sais, ça paraît du bon sens. Mais c'est quand même bien de rappeler que voilà, si tu veux kiffer ton jeu, faut le faire en étant courtois, faut que ça reste un jeu, faut qu'il y ait du fair play, tu vois. Je trouve que c'est intéressant de replanter le décor, même si en effet ça peut paraître inutile. Je trouve que ça permet de donner aussi un contexte hors jeu à ce que Games essaye de proposer. Et du coup, j'imagine que c'est un peu le code à respecter aussi, par exemple, quand tu vas faire un tournoi, tout ça. Donc je pense que c'est intéressant de le remettre, même si en effet, encore une fois, ça paraît être du bon sens et qu'en général, quand tu joues avec tes potes, t'évites de sortir les couteaux parce que t'as fait un double 1, quoi. Ouais, Généralement. je pense que tu peux vite utiliser un langage que l'adversaire pourrait trouver offensant quand tu joues avec des potes. Ouais, mais si tous les deux sont ok pour être offensés, ça va. Ça fait partie des règles. C'est accepté. c'est toléré dans ces cas-là. Alors, on peut continuer. Hop, je vais reprendre le dessus. Donc, ce que je montrais tout à l'heure, donc le début des règles, donc ça définit bien ce qu'est une figurine ennemie, une figurine, etc. On va pas trop rester là-dessus. Le code du joueur, le faire lire 50 fois à Marco. On lui répétera pas. C'est vilain. En même temps, je ne peux qu'approuver ce que dit Scarlix pour une fois, puisque voilà. Parce que c'est le dimanche, et effectivement. Ça clash en direct. Oh, putain. C'est cool aussi de vanner durant une partie. Et une insulte de temps en temps, c'est bien aussi. Ça détend. On sait à quoi s'attendre en jouant contre toi. Ils vont être sympas les rapports de bataille et autres tournois en live sur Entre-deux-Guerres. Enfin, sur Entre-jeux studio, pardon. Ouais, du coup, allez, on arrête de te couper, Clément, vas-y. Non, bah écoute, y a pas de souci. De toute façon, je vais essayer de. On va pas lire les règles dans son ensemble. Ah bon? On fait une lecture alors. Ah mince, mais moi je pensais que t'allais nous lire le bouquin entier, quoi. C'est pour ça que je te dis, moi je. Il y a pas mal de choses qui sont en fait déjà des redites. Les règles de mais base. je déconne, hein, c'était complètement du second degré, hein, les gars. Après, Pour faire une partie de voilà, Warhammer Age of Sigmar, vous devez choisir les factions, non? C'est bon? Je m'arrête ou je continue? Ouais, non, mais ça va en fait. Ok, c'est bon. Non, alors je voulais vite fait faire un point rapidement. Une des choses qui peut vous choquer si vous êtes habitué aux jeux de games et qu'on voit un petit peu au travers de cette page, ce sont les traductions. C'est-à-dire que tous les mots-clés maintenant vont être traduits. On a bien par exemple sorcier, prêtre, sort persistant, vocation, etc. général. Tout a été traduit. Vous ne verrez plus, ou en tout cas de moins en moins, de mots utilisés en anglais. Et comme on a déjà un peu abordé avec Guillaume récemment, il n'y a pas que les mots-clés qui vont être touchés par ça, mais aussi les noms de factions, comme on peut le découvrir ici grâce aux éternels de l'orage. Et je peux vous dire que c'est quasiment la meilleure traduction qu'ils ont fait sur tout le lot. Donc ça pique un peu. Donc voilà. Je confirme. Qu'est-ce que t'as contre les pyro-tueurs? Personnellement, je préfère les Antenuis.
Les Anthony. Mais c'est pas les pires, les Anthony. Ah, Anthony, ça fait un peu Casper le gentil fantôme. Ouais, c'est moins flippant tout de suite. T'as quoi? T'as aussi les collectionneurs, non, les collecteurs Osiark. Les collecteurs d'os. Ah non, les collecteurs Osiark, ouais, c'est ça. Collecteurs Osiark, enfin bon. J'ai peur, moi je trouve que les pires, c'est la traduction de Fire Slayer. Ouais, Fire Slayer, c'est vrai que... Celle-là, elle est magique, celle-là. Les pyro-tueurs. Les pyro-tueurs. Ça me fait mal de le dire. Hein. Non, mais moi, je te dis que ça va faire bizarre déjà quand je vais acheter mon Battle Tom Stormcast qui devrait à mon avis sortir d'ici peu et que ça va être marqué dessus Éternel de l'orage. Tu sais, ça va donner un effet un peu particulier. Mais c'est vrai que ça fait très VF Google au niveau de la trame. Salut Yorlas. Ouais, non, moi non plus, je suis d'accord avec toi. Faut vraiment que tu m'épelles. Mets-le en phonétique, comment on prononce ton pseudo. Pour l'instant, je vais juste dire New Wolf. Parce que Lone Wolf. C'est un elfe. Ok, d'accord. Ok, donc Lone Wolf 75. Okay. Moi non plus, ça me gêne pas en fait la trad en VF. Au contraire, je trouve que ça a un vrai intérêt. Je pense qu'on sera amené à... On en a discuté avec Clément et je pense que on en fera probablement un sujet en fait dans une prochaine émission, parce que là, vu qu'on va passer beaucoup de temps sur la V3 à proprement parler, la boîte Dominion, tout ça, on va pas avoir le temps d'en discuter, mais je trouve que ça a un vrai intérêt. Déjà pour n'importe qui a juste envie de kiffer et de pas se prendre la tête avec de l'anglais, parce que tout le monde n'a pas la même relation à l'anglais. Il y en a qui sont plus ou moins on va dire allergiques, ce que je comprends tout à fait. Moi-même, je suis pas, je me débrouille bien, mais je suis pas non plus complètement bilingue, donc des fois, il y a des mots qui peuvent m'échapper en termes de vocabulaire. Et surtout, je trouve que ça permet de faciliter l'entrée aux plus jeunes quand même, parce que les plus jeunes qui, eux, pour le coup, ne parlent pas un broc d'anglais, quand ils arrivent et qu'il y a tout qui est en anglais, c'est un peu la galère. Bref, j'avais dit qu'on en parle. Ouais, on reparlera à mon avis de tout ça dans une autre émission. Je pense que c'est un sujet intéressant sur lequel on peut tous avoir un peu notre avis. Ouais, c'est ça, on fera un petit débat. Ouais, ça sera bien intéressant. Un petit débat sur ça. Du coup, Idanonyme, il dit quoi? Il dit: je trouve que la trad manquait. J'aimais bien pouvoir bien m'imaginer les persos avec leur nom, leur pouvoir. Souvent, je traduisais pour m'en faire une idée. Ok. Donc là, du coup, t'auras ça en moins à faire. Exactement. Et tu peux imaginer toute la vie des pyro-tueurs. Du coup, revenons sur nos règles. Donc, ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est que ça a fait quand même des changements assez importants. Malgré tout, sur l'ensemble, on garde entre guillemets le système de base. Ouais, la base, c'est-à-dire que ça reste sur un jeu en tour par tour. On n'aura pas d'activation alternée. On aura toujours la mécanique de double tour qui sera présente. On a toujours phase de héros, phase de mouvement, combat, etc., des routes. On garde tout ça. Et en fait, ils sont venus enrichir tout ça et je trouve que c'est super intéressant ce qui a été fait. Là d'ailleurs, je suis sur la page d'un des changements qui est quand même important, qui va pas mal changer la façon de jouer au sein du jeu, c'est la cohésion d'unité, qui a été modifiée du coup directement dans cette V3, en modifiant du coup la cohésion d'unité pour les unités de 6 figurines ou plus. Donc tout ce qui est plus de 5 figurines se retrouve à devoir avoir une cohésion non pas au sein... chaque figurine doit être en cohésion avec 2 unités au lieu d'une. Voilà, c'est ça en gros l'idée. Pour être en cohésion, il faut que chaque figurine soit à 1 pouce, d'au moins une autre de son escouade, mais dès que tu dépasses du coup 5, il faut que chaque figurine soit en cohésion avec 2 autres figurines. Yes. Je sais pas si ça a été très clair, mais donc ça déjà c'est un changement extrêmement important parce que on avait pas mal d'unités qui pouvaient du coup se faire des grandes lignes, etc. Et c'est aussi ça peut impacter ce qu'on appelle des cordons en fait. C'est ça, il y avait les cordons, donc déjà les cordons on peut dire au revoir, ou ton cordon va te coûter beaucoup plus cher si tu veux le faire, ou va être beaucoup plus risqué si tu veux juste faire ton cordon normal et 2 triangles au bout histoire que ta cohésion soit ok. Ouais. Le problème c'est que tu tues une figurine et en fait toute la ligne elle dégage jusqu'aux 3 dernières, donc il y a des risques malgré tout. Après, parce que du coup, rappelle-le peut-être vite fait en fait, mais le fait que une cohésion d'unité qui est rompue. En gros, c'est l'unité entière qui respecte cette règle de cohésion, c'est-à-dire que chaque figurine doit être à 1 pouce d'une autre. C'est vraiment l'image qu'on voit. Aujourd'hui, ça passe à
chaque figurine doit être à 1 pouce de 2 autres figurines de l'unité. Mais du coup, si tu perds ta cohésion, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors en gros, ce qui se passe, c'est que en fin de tour, alors déjà quand tu te déplaces, tu n'as pas le droit de casser ta cohésion. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand tu déplaces tes figurines, que tu fasses une charge, un mouvement ou quoi que ce soit, tu n'as pas le droit de casser ta cohésion. Si tu casses ta cohésion en le faisant, tu ne peux pas faire ton mouvement. Ça, c'est la première règle qui est importante. Et la deuxième règle importante, parce que la seule façon, du coup, où tu pourrais casser cette cohésion, c'est en enlevant des figurines parce qu'elles se font tuer. Et si c'est le cas, quand tu arrives en phase de bravoure, tu dois retirer des figurines de ton unité jusqu'à que ta cohésion d'unité soit retrouvée. Sans les bouger. Sans les bouger, tu les retires une par une. Donc en gros, si t'as fait n'importe quoi, bah, tu te retrouves à devoir arriver jusqu'à 5 figurines, parce que dès que t'arrives à 5 figurines, t'as plus besoin que d'avoir une figurine au contact à chaque fois. Ouais. Donc en gros, est considéré dans les règles que une unité qui se retrouve coupée en deux, c'est toutes les figurines qui sont pas rattachées au socle, on va dire, de ton unité, elles sont en déroute en fait, et du coup elles se barrent du champ de bataille. Donc c'est pour ça que c'est hyper important en fait cette règle, c'est parce que en effet, ça va rendre caduque certaines formations, comme tu le disais, hein, notamment les cordons, ou alors si ça les rend pas caduques, ça va les rendre très très risqués, parce que du coup tu peux te retrouver à perdre plus de la moitié de ton unité. Exactement. Enfin, ça, oui, allez, on va dire la moitié, parce que si t'en perds une moitié... c'est déjà chiant, hein, c'est déjà bien chiant. Voilà. Alors après, c'est quand même une règle importante, mais en gros, ça dirige déjà le jeu vers quelque chose, donc c'est du MSU, je sais même plus la traduction exacte, mais en gros, c'est de la gestion de petites unités. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des armées... C'est pas multi-simple units? Non, c'est quoi déjà? Peut-être ça. Je ne sais plus... Bref, c'est plein de... minimum size unit? Non. Ah, c'est possible. C'est possible. Il me semblait que c'était un truc avec multi. Bon, écoute, probablement. Mais du coup, voilà, donc on va se retrouver avec un maximum de petites unités à gérer, et ça change déjà énormément de choses au niveau du jeu. On a d'autres règles qui vont encore plus développer cette partie-là et forcer à jouer, on va dire, beaucoup moins de masse, mais plus de divers... Non, c'est multi-small unit. Multi-small unit, ok. Ouais. Donc ça, c'est un des gros changements qui vient déjà un peu pointer le bout de son nez dans cette nouvelle version. Ouais, ça vraiment, ça fait une grosse diff. Et surtout, je trouve que ça a vraiment du sens. C'est-à-dire que, en vrai, on va pas se mentir, les armées qui jouaient justement avec ces espèces de cordons comme ça, juste pour entraver les mouvements, pour perturber, on va dire, un petit peu l'armée adverse, bon, ça avait pas trop de sens. Enfin, je veux dire, dans la vraie vie, qui se bat comme ça, tu vois, ça n'a aucun sens d'un point de vue martial, on va dire. C'est complètement absurde. Alors après, moi je reprends à l'époque de Battle, par exemple, tu avais la possibilité de faire des trucs comme ça, mais c'était des toutes petites unités. Des toutes petites, par exemple, moi je me rappelle ça va faire rire Marco que je parle encore des Bretoniens, mais sur les Bretons, il y avait donc, tu avais ta cavalerie lourde, avec tes chevaliers du royaume, avec tes chevaliers du Graal, tes chevaliers de la quête, tout ça. Et puis tu avais des espèces de petits sergents montés, qui étaient juste en fait des paysans que les mecs ils avaient foutus sur des poneys. En gros, c'était juste un truc pour casser les lignes de vue, pour casser aussi les possibilités tactiques de mouvement, de déplacement des unités adverses. Mais du coup, c'était des unités sacrifiables en fait. C'est-à-dire que tu avais tes 5 petits mecs, tu savais que tu n'en mettais que 5, donc du coup, déjà, c'était très réduit en termes de blocage que tu pouvais faire. Mais en plus de ça, tu savais que si tu le faisais, c'était pour les sacrifier. Parce que du coup, ça pétait les lignes adverses et tu pouvais pas du coup l'utiliser pour genre engluer une unité et puis ensuite rabattre tout le reste du cordon comme ça, hop, qui revenait au contact pour du coup se fighter avec les mecs. Donc du coup, ça, je trouve que c'est vraiment un gros plus parce que tactiquement parlant sur le champ de bataille, je trouve que ça force à avoir une autre approche qui à mon sens, est pas inintéressante. En plus, cette règle vient pas toute seule, un peu pour vraiment te pousser à jouer plusieurs petites unités. C'est que maintenant, quand tu vas créer ta liste, tu vas être limité. En fait, on va perdre comme on connaissait aujourd'hui dans les Battletome AOS, quand vous aviez une unité, on vous donnait la taille minimum et la taille maximum d'une unité. On vous disait par exemple 5 Stormcast en minimum et vous pouviez monter jusqu'à 20. Ça, c'est terminé, on va juste vous donner la taille minimum et en fait, vous allez avoir droit à des renforcements. Par exemple, sur une partie de 1000 points, vous allez avoir droit à 2 renforcements. Avec un renforcement, vous doublez la taille d'une unité
et vous ne pouvez doubler qu'une seule fois la taille d'unité, sauf les unités qui sont considérées comme étant des lignes. Donc les lignes, ce sont des mots-clés sur les unités, les troupes de base qui sont obligatoires dans une liste, dans une taille minimum. Et où vous pouvez le faire 2 fois. Donc en gros, un pack de 5 Stormcast, vous montrez à 15, pas plus. Une unité de 10 figurines qui n'est pas ligne, et vous pouvez juste la monter à 20. C'est tout. Et ça, déjà, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que c'est terminé les 6 packs de 60 que le mec vous pose. Bon, c'était pas... J'exagère, mais c'est terminé, ça. Maintenant, il va y avoir vraiment on va vous pousser à jouer plusieurs petites unités, et vos renforcements, il va falloir bien les placer. Parce que clairement, à un moment, il y avait ce problème de justement d'avoir des cordons de protection derrière lesquels tu avais du spam d'unités qui étaient trop balèzes, et donc du coup tu choisissais que celle-ci. Donc en fait, tu faisais tes cordons d'unités qui généralement étaient pas très chers, donc du coup tu arrivais à bloquer tout pour pas trop cher, et puis derrière tu foutais tes gros packs qui venaient derrière pour poutrer, et donc du coup ça, c'est 2 problèmes. Paf, paf, on les fait sauter. Maintenant, il va falloir être un petit peu plus, on va dire un petit peu, va falloir réfléchir un peu plus à ses listes d'armées et à sa stratégie tactique sur le champ de bataille. Oui. En fait, ils se sont rapprochés beaucoup de ce qu'ils ont fait pour la dernière version de 40K en termes de création d'armées. Oui, ils vont piquer aussi dans 40K. 40K est venu piquer dans AOS et ils font l'inverse. Non, mais en même temps, c'est leur jeu, ils ont le droit de s'inspirer. Comme ça, genre, Games Workshop, ils vont prendre des règles qui leur plaisent dans leur autre jeu. Alors, mais les gars. Bon, à mon avis, ils vont pas que dans leurs autres jeux, mais bon, tant mieux. Non, mais quand il y a quelque chose qui est bien fait, il faut savoir l'utiliser. Je veux dire, tu peux pas non plus tout inventer, et finalement, de prendre plusieurs règles de plusieurs jeux parmi tout ce qui te semble bon, et puis de les agglomérer, et puis d'en faire une espèce de bouillie comme ça qui soit parfaitement équilibrée. Enfin, parfaitement équilibré, oula, je m'enflamme. Mais en tout cas, quelque chose qui soit équilibré, jouable et intéressant, c'est aussi ça qui fait une innovation de règles et qui fait un bon jeu finalement. Donc là, je suis pas en train de poser un jugement de valeur sur les règles de la V3 des Age of Sigmar, parce que 1, j'y ai pas joué, 2, je les ai pas lus, donc je vais pas me permettre de juger ça. Mais en tout cas, je me dis que l'approche est plutôt pas mauvaise si tu viens prendre ce qui te plaît dans d'autres jeux pour l'intégrer dans ton jeu à toi. C'est clair. Mais c'est aussi ces règles de minimiser, on va dire, les grosses unités monstrueuses, va être aussi lié à ce qu'on va voir un peu plus tard. On va avoir des options beaucoup plus importantes pour pouvoir buffer une unité et bien la buffer. Et en gros, ça va aussi éviter les monstres sur champ de bataille. C'est-à-dire que tu faisais ton pack de 60, tu lui mettais tous les buffs que tu pouvais dans la gueule, et t'envoyais ça à ton adversaire en mode « Vas-y, essaie de me buter ça ». Et si le mec avait pas la létalité nécessaire, il avait perdu la game. Donc ça va aussi enlever ça, et on va revenir dessus. Déjà, c'est l'une des plus grosses choses. Donc, alors, il y a aussi, ça va être lié avec un point qui est d'ailleurs le point négatif que toutes les personnes qui n'ont pas joué au jeu sortent pour dire que c'est de la merde, c'est le double tour. Voilà, si vous connaissez, ou si vous avez fait un mec qui a fait une partie... T'as fait combien de parties? Et combien de double tours tu as vu? Bon, t'en as vu 2, 3 je crois. Ah bah j'ai vu, alors attends, 3 de mémoire. Tour, bah j'en ai vu, il y en a eu 2 sur la partie avec Marco. Ouais, et un sur ici, donc pour l'instant j'ai 150% de double tour dans tes parties. Et est-ce que ces double tours ont changé on t'ont fait perdre la partie? Alors j'aime bien comme tu as formulé le truc, parce que tu sais, il est bon, parce qu'il m'a pas demandé, il a commencé à dire est-ce que ça a changé? Ah non merde, oui ça a changé, mais est-ce que ça t'a fait perdre la partie? Non, en effet, pour l'instant ça me l'a pas fait perdre, mais à chaque fois qu'il y a eu le double tour, ça a piqué les fesses. Parce que sur ces 3 double tours, si je me trompe pas, il y en a 2 qui ont été contre toi, et malgré ça t'as gagné les 2 parties. Non, il y en a eu 2 pour moi et 1 contre moi. Ah oui, t'as raison, le deuxième c'était toi qui l'avais eu sur notre partie. Ah merde, ouais. Ça casse mon argumentaire. C'est ça. En fait, tu tombes dans les fraises. Mais du coup, par contre, l'avantage, c'est justement que si en effet on peut considérer que le double tour, c'est quelque chose qui peut déséquilibrer, on va dire, une partie. Ils ont travaillé là-dessus aussi. Exactement, en fait, toute la partie... Donc le double tour reste, ça, il n'y a pas de changement. Et en fait, pour éviter d'avoir des temps morts, c'est vraiment ça l'idée qu'ils ont eu derrière tout ça. Quand vous voyez votre adversaire en face qui fait deux tours d'affilée,
On te voit, Guillaume, qui essaie de te barrer. Cherchez ma petite gourde d'eau. Ils ont mis en place plein de possibilités de réaction durant le tour de votre adversaire, pour pouvoir, clairement lui casser les couilles un maximum. Mais qu'il est vulgaire. Oui, voilà. C'est bon, il est 22h, les enfants, ils sont au lit, là, non? On n'a pas le droit à cette heure-là. Non, voilà, en fait, ça va rendre le double tour intéressant et ça va aussi le rendre moins obligatoire, on va dire. Je pense n'avoir quasiment jamais vu de partie où un mec a la possibilité de faire un double tour, mais il ne le prend pas. Là, maintenant, ça peut avoir un intérêt, et en plus, certains scénarios peuvent vous pousser des fois à le faire. Alors, on n'a pas encore tous les scénarios, on sait que ça existait. Et on a un raid de 26 personnes par Cléonis. Merci beaucoup, Merci Cléonis. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Yes. On est sur l'émission Entre deux guerres de la chaîne Entre Jeux Studio, émission dédiée à tout ce qui est Wargame. Et là, on est en train de parler de la boîte de Dominion qui arrive avec des nouvelles règles pour Age of Sigmar, le jeu de Games Workshop. Exactement. Avec la V3. La V3 qui change beaucoup de choses et on est en train de balayer un petit peu justement ces choses qui sont en train de changer, tout simplement. Exactement. Donc, on va revenir vite fait à ce que je disais. Tu veux dire que... Non, c'est bon, j'ai coupé la parole à personne. Donc, ce qu'on disait, effectivement, c'est le système de réaction. Alors, ils ont tout revu leur système de points de commandement. Donc, les points de commandement sont toujours là. Mais on va commencer à en avoir beaucoup plus par tour. Et ils ne dureront que le round, en fait. Le round de jeu, c'est-à-dire qu'on a 5 rounds. Et nos points de commandement, on les gardera que durant le round 1, le round 2, etc. Et à chaque fois, on repart à 0. Donc, ça va aussi nous pousser à la consommation. Et pas juste à garder un maximum de points de co pour arriver tour 3 et tout lâcher. On va dire, toutes les options qui sont mises en place sont aussi bien pensées, car ils ont évité de nous faire des choses explosives où tu utilises 20 fois la même aptitude sur la même unité, etc. Tout est limité pour que tout soit varié. Tu vas pas pouvoir utiliser plusieurs fois la même aptitude. Une seule unité va pouvoir en Adric de Zun. Chaque unité va pouvoir bénéficier que d'une seule aptitude par phase, etc. Donc on va voir un peu plus de ça en détail, mais c'est une des grosses modifications et c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on va plus se retrouver dans un jeu où on regarde son adversaire jouer, on va se retrouver dans un jeu où quand votre adversaire va jouer, il va pas être serein parce qu'à tout moment vous pouvez faire quelque chose pour lui casser les couilles, pour l'empêcher de faire quelque chose, et ça repense vraiment la façon de jouer à ce jeu. Et il y a encore d'autres choses derrière qui vont aussi impacter ça. Alors je sais pas ce que vous pensez de cette information-là. Déjà dites-nous dans le chat, réagissez à tout ça, n'hésitez pas à nous donner vos avis pour savoir ce que vous en pensez. Je vois qu'on a eu des avis tout à l'heure, là si on remonte un tout petit peu, il y a Lone Wolf 75 qui dit que lui le double tour c'est une règle qu'il est content de voir rester, que ça fait partie du jeu et qu'il faut apprendre à l'anticiper, à l'appréhender. Et c'est vrai en fait, à partir du moment où la règle, de toute façon, on peut aimer ou pas une règle, mais à partir du moment où la règle c'est la même pour les deux joueurs, c'est celui qui s'adapte le plus à cette règle. Donc à partir du moment où on le sait d'avance, il n'y a pas de débat, le double tour existe potentiellement, il faut savoir le gérer. Et on a aussi du coup Id Anonyme qui nous dit que oui, pour lui le double tour a été game changer plus d'une fois. Avec les nouvelles règles, le double tour est acceptable et intéressant. Donc on voit que pour l'instant ils sont plutôt d'accord pour dire qu'en effet ça a été revu dans le bon sens. Il y a juste Scarlix qui nous dit que c'est nul parce que c'est Scarlix et qui continue en disant qu'en vrai c'est bien. Lone Wolf précise aussi, perso, point positif de cette nouvelle version au global, plus de profondeur de jeu, plus de stratégie. Donc Keycord, je sais pas, t'étais en train de nous dire quelque chose? Oui, en fait, le double tour peut être très punitif, c'est vrai, dans OS, mais en fait, le fait d'avoir ajouté cette possibilité entre guillemets d'interaction, d'intervenir lorsque, par exemple, un joueur effectivement va faire un deuxième tour, au cours de ses actions, peut effectivement modifier la puissance du double tour et aussi permettre entre guillemets de limiter la casse ou de renverser la vapeur en fonction de ça. Donc c'est bien d'avoir mis un élément qui permette de diminuer ou de contrer un petit peu ce double tour. Voilà. Ouais, je vois qu'on a... Merci 3ni60 pour le follow. Il y a Lone Wolf qui dit quelque chose de très intéressant et je suis assez d'accord avec lui. On va revoir un peu par rapport à tout ce qu'on va dire, mais le jeu devient beaucoup plus complexe que ce qu'il était à l'époque et plus compliqué à appréhender du coup pour les nouveaux joueurs. Beaucoup de choses à retenir, etc. Je suis d'accord, surtout qu'on n'a malheureusement pas
C'est peut-être d'ailleurs l'un des défauts des règles de base. On serait attendu à la dernière page, un espèce de récap comme on en a souvent dans les jeux de société ou etc. Vous avez la dernière page où on vous fait un petit récap de chaque phase, de ce qui doit se passer, etc. Ça manque un peu et justement ça peut vous faire oublier des choses. Ouais. Pour revenir vite fait C'est vrai, sur... c'est vrai que ça manque. Heureusement que Clément du coup a dit qu'il allait faire un PDF récap des règles Pas du tout. et qu'il allait le fournir gratuitement à tous ceux qui lui enverraient un petit SMS à son numéro que je vais vous donner tout Bon, de suite. Je m'inquiète pas, je sais qu'il y a des gens qui le feront de toute façon. Mais non, mais par contre, pour Non, revenir mais- vite fait sur le double tour, ce qu'il faut savoir en fait côté AOS, c'est que depuis le début, le jeu est très axé corps à corps et dans chaque tour, le corps à corps est une phase qui se joue en alterné. C'est-à-dire que pendant votre tour, votre adversaire va combattre. Et en fait, c'est pour ça, entre guillemets, que le double tour n'est pas gênant, parce que ça va vous permettre juste de replacer vos unités, etc. Et en fait, c'est devenu gênant avec le temps, car les phases de héros et les phases de tir devenaient de plus en plus importantes, parce que c'est des phases durant lesquelles votre adversaire ne peut pas réagir. Du coup, vous aviez tout votre temps pour pouvoir lui éclater la gueule, et si vous tapiez un double tour, vous tapiez 2 phases de héros et 2 phases de tir. Si vous étiez assez létal en sorte et en tir, ça pouvait être vraiment létal et c'était très visible sur la fin de V2. Là maintenant, même avec des circonstances comme ça, je pense que ça reste quand même assez létal, mais ça on va voir avec l'équilibrage qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Ça va pas être le sujet d'ailleurs, je le dis maintenant, mais on lit les règles et un peu le moteur de jeu, mais on ne va pas voir comment il va s'appliquer à nos armées aujourd'hui parce qu'on n'a pas les coups en point de cette nouvelle version. Du coup, ce serait un peu dérisoire d'essayer de se dire que oui, je peux faire ça maintenant avec ça, ou telle unité va devenir trop forte, etc. Il faut attendre d'avoir tous les errata qui vont venir avec cette V3 avant de pouvoir juger de ça. Mais déjà, on peut bien regarder le moteur de jeu et le juger. Je crois que tu veux dire quelque chose, Guillaume ? Ouais, non, en fait, je disais juste que comment? Ce que je trouve cool en fait dans ce qu'ils ont fait, c'est que le jeu devient beaucoup plus interactif, qu'il y a moins de downtime. Ça, c'est quand même vraiment cool. En fait, ils ont corrigé ce qui a pu me gêner dans les parties qu'on a pu faire, à savoir, je concentre mes points dans les meilleures unités. Je concentre mes points de commandement pour garder un tour où je fais le café. Et du coup, je balance toute la sauce d'un coup, pile au moment où il fallait que je le fasse, notamment parce que j'ai eu un double tour ou quelque chose comme ça, par exemple. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui me gênait parce que du coup, en fait, tu pouvais avoir un jeu équilibré, et puis d'un coup, double tour, j'ai les points de co, machin, j'ai tout qui passe au bon moment, bam, allez hop, j'éclate tout, je déroule, et puis là, après, le reste de la partie, on va pas... Ouais, c'est chiant, quoi. En fait. Non, mais je suis d'accord, tu peux avoir des cas comme ça. Ouais. C'est ça, et du coup, en fait, je trouve qu'ils ont fait, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, encore une fois, je le précise, je n'ai pas lu les règles, je me suis juste renseigné, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait pour ceux qui avaient déjà reçu les boîtes ou quoi, parce que oui, il y en a qui ont déjà reçu les boîtes. Mais du coup, voilà, a priori, ils ont quand même fait ça dans le bon sens, et donc du coup, ça devrait donner un jeu qui sera peut-être plus fun à jouer encore, tout en apportant son lot de possibilités tactiques stratégiques. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est assez important pour moi. Le pendant de ça, en effet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce que tu disais Clément, c'est ce que disait Lone Wolf, c'est que du coup, on est sur une version qui probablement est moins accessible, et oui, et le fait est que je pense que c'est difficile, à un moment donné, quand on veut un jeu fourni, riche, avec beaucoup de possibilités, comme c'est le cas systématiquement pour des jeux comme ceux de Games Workshop, c'est difficile en fait de faire un jeu qui soit à la fois fourni, et qui en plus est facile d'accès, parce qu'un jeu fourni, ça veut forcément dire quand même pas mal de règles, ça veut dire pas mal de cas particuliers, et donc du coup faire un jeu qui soit facile d'accès, c'est compliqué. Et je pense que c'est pas pour rien que cette version elle arrive seulement en V3, c'est parce que là Games a probablement vu Age of Sigmar comme une manière de recruter des nouveaux joueurs, notamment chez les plus jeunes, en lançant une V1 qu'ils ont améliorée avec une V2, et que maintenant ils rendent encore plus profond avec une V3. Et finalement, si on le regarde de ce point de vue-là, je trouve ça cohérent, d'un point de vue évolution du jeu. Maintenant, en effet, celui qui est comme par exemple Tigurius ou comme moi, qui débarque direct en V3, du coup, ça fait un petit peu plus de choses à apprendre. Maintenant, l'avantage aussi, c'est que c'est un jeu où il y a déjà une communauté, en fait. Donc, il y a déjà beaucoup de monde qui sait jouer
à la V1/V2 et qui du coup aura une barrière plus simple à franchir pour passer à la V3 parce qu'il va juste faire hop, c'est la petite mise à jour, quoi, le petit upgrade. Et donc du coup, ces personnes qui savent déjà jouer seront aussi là pour accueillir les nouveaux membres de la communauté. Donc au final, ça donne à l'échelle de la communauté une forme de cohérence, je trouve. Donc le fait que ça arrive maintenant avec cet upgrade et donc du coup cette complexité de règles plus importante que ce qu'il y avait pu y avoir au début, je trouve que c'est bien parce que ça allie le fait d'avoir un jeu qui devient plus profond, avec plus de possibilités, donc plus intéressant au global, mais qui en plus permet d'avoir déjà une certaine communauté pour accueillir les nouveaux entrants et leur faciliter finalement le fait de franchir le cap. Mais au-delà de ça, je pense que le jeu en plus offrira... parce qu'effectivement, aujourd'hui, on rentre facilement dans la V2 ou dans la V1, on rentrait encore plus facilement à l'époque. Mais on pouvait des fois se retrouver dans des parties frustrantes où tu pouvais te faire écraser la gueule si tu n'avais pas la bonne liste ou si tu jouais contre le gars qui, lui, avait la bonne liste. Et juste avec les règles de base, sans connaître l'équilibrage qu'on va avoir au niveau des armées, je trouve déjà qu'on a un jeu qui va plus te pousser sur l'équilibrage. Il y a beaucoup plus de... On va atténuer le fait qu'en un tour, le mec te mette 80 points dans la gueule. J'exagère, on peut facilement te mettre dizaines de points dans la gueule et que tu galères à remonter parce qu'il t'a pris trop cher dès le début. Tout ça, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs sur la partie que j'avais fait avec Marco. Il y a eu un tour en particulier où ça s'était bien passé, machin, et j'avais réussi du coup à prendre à la fois l'objectif du centre et l'objectif de son côté de table. Donc du coup, au global, j'avais marqué, je crois, 7 points dans le même tour, un truc dans le genre. Et en effet, bah, du coup, ça me faisait finir la partie à 20 ou 21 points, alors que au final, d'un point de vue bataille, je m'étais fait rouler dessus parce que mes unités elles avaient volé en éclats. Moi, mon objectif c'était justement de caper les objectifs. Donc je me suis pas soucié de savoir si je gardais des unités ou pas. Je voulais juste atteindre l'objectif. Ça m'a fait beaucoup de points. Et donc du coup, Marco, lui, il a eu la frustration de j'ai un je gros retard. Un peu dessus, mais j'ai trop de retard. Et puis au final, quoi que je fasse à la fin de la partie, je pouvais pas rattraper. Ça, donc, on va revoir de toute façon juste après. On va continuer. On va faire un peu dans l'ordre et on va revoir à la fin que justement ça. Je pense que le genre de partie qu'on a fait, les 2 parties que toi que tu as fait, ça va plus exister en V3 en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc on va revenir vite fait. Je ne vais plus gagner en V3, c'est exactement. Ça non mais ça va être plus intéressant à jouer. Invaincu. Le mec ici, c'est vrai, 2 parties Age of Sigmar quand même. Après, t'as joué. Pas préciser le nombre de parties, 100% de victoire. T'as joué contre l'une des pires armées aussi, ne l'oublie pas. J'ai joué avec les Night Hunt. C'est vrai que c'est quasiment. C'est les deux qui sont un peu au même niveau. C'est les deux nuls qui se sont battus. Mais voilà, on va revenir vite fait sur la partie d'interaction qu'on va avoir durant le tour de son adversaire. Il y a plusieurs façons d'interagir déjà avec son adversaire. Je vais essayer d'en oublier aucun. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est que donc on repart à 0, c'est-à-dire qu'à chaque début de round, on part à 0 au niveau des points. La personne qui gagne l'initiative choisit toujours qui commence en premier et qui jouera en deuxième. Et en faisant ce choix, en fait, le premier aura 1 point, le deuxième gagnera 2 points de commandement. Donc déjà, c'est un petit avantage au second pour commencer à jouer. Ensuite, dès qu'on commence en phase de héros, chaque joueur gagne 1 point de commandement s'ils sont générés toujours sur le plateau, ce qui fait que le deuxième joueur, pendant le tour adverse, a déjà 3 points de commandement pour l'emmerder un maximum. Et vous allez avoir plusieurs actions possibles. Première, déjà en phase de héros, vous allez pouvoir faire un ralliement, c'est-à-dire vous allez pouvoir choisir une unité de votre armée, vous lui donnez l'ordre, et grosso modo vous lancez un dé par unité tuée, et sur un 6, elles reviennent. Ça déjà c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça pendant votre tour, mais vous pouvez faire ça pendant le tour adverse. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que le joueur adverse commence à jouer et vous foutez déjà des bâtons dans les roues en mode attends, tu veux cibler cette unité, hop, je la soigne un peu, ou cette unité elle est importante et je sais que tu vas vouloir la défoncer, je lui permets de se remettre un peu plus... surtout que si t'as pris, admettons, t'as réussi à faire un gros pack, un pack de 20 ou peut-être même 40, parce que tu pourrais le doubler, si t'as perdu la moitié, tu lances 20 dés, si t'arrives à faire pas mal de 6, t'es quand même content sur... ton point de co, il a pas été gâché, quoi. T'as ce genre de choses. Tu vas aussi avoir des possibilités donc offensifs ou défensifs. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rajouter des +1 au toucher ou des +1 à la sauvegarde. Quand
quand l'adversaire te cible lors d'attaque ou quand tu combats. Tu vas aussi pouvoir faire des tirs de réaction quand ton adversaire va essayer de te charger, en disant bah tu veux charger mon unité, et bah elle va faire un tir de contre-charge, voilà, une Overwatch. Ça vient vraiment de 40 000. Ceux qui jouent à 40 000 connaissent bien. Sauf que là vous n'êtes pas obligé, c'est pas forcément l'unité. Alors ça existait déjà sur Warhammer Battle, hein, donc calme-toi. Ah ouais, 40 000. Ouais, je savais pas. Mais là par contre, toi. je sais pas si c'était le cas sur. Alors je sais que sur 40K c'est le cas uniquement pour les taux, mais en gros c'est pas forcément l'unité qui se fait charger qui réagit. C'est-à-dire que si t'as une unité d'archer qui est derrière une autre unité qui vient de se faire charger, elle peut faire le tir pour elle, en mode tu touches pas nos potes quoi. Ça c'est très intéressant. Vous allez aussi à pouvoir avoir une possibilité quand votre ennemi, je crois que c'est à la fin de sa phase de mouvement, ou au moment de la phase de charge, je sais plus trop, je crois que c'est la fin de phase de mouvement, il va pouvoir faire un redéploiement. Enfin, je crois que je sais plus exactement le nom, mais grosso modo, il va pouvoir faire un mouvement. C'est-à-dire qu'il va lancer un D6, il va dire bah, j'utilise ça sur cette unité, et je me replace, et je fais un petit mouvement dans une certaine direction pour pouvoir emmerder. Grosso modo, si tu essaies de te faire charger, si tu as un peu de chance, tu peux essayer de te barrer et rendre la charge adverse beaucoup plus compliquée, parce que tu vas lui rajouter 3-4 pouces en plus à faire, ce qui, sur une charge, peut bien t'emmerder la vie. Donc, on va avoir un petit panel comme ça de possibilités, et qui est plutôt bien pensé, puisque ils ont fait ça en sorte que tu ne puisses pas l'utiliser plusieurs fois. C'est-à-dire que chaque ordre, si on prend l'exemple du tir de contre-charge, il ne pourra être utilisé qu'une seule fois durant la phase de charge adverse. Donc oui, déjà, il faut bien choisir le moment où tu le fais, c'est ça. contre qui tu le fais. Et ça va aussi permettre de faire un peu de mind game dans ce genre de partie où tu vas faire croire à ton adversaire que tu vas faire plusieurs charges, et en fait tu vas en faire une où il va se dire bah non je fais pas mon tir parce que je préfère protéger l'autre, et en fait l'autre tu la charges pas et du coup il a pas fait son tir sur l'unité que tu voulais vraiment lui charger. Tu vois, tu peux avoir comme ça des petits tricks de mind game qui vont être intéressants, qui vont un peu pousser à l'adversaire à se dire est-ce que j'utilise mon point de co maintenant ou est-ce que j'attends. Ça va être bien intéressant. Donc en vrai, Clément il dit ça, il fait genre je suis un stratège, mais j'ai vu comment il joue, hein. Il fonce tout droit et puis il tape, hein. Attention. C'est pas vrai. Calme-toi. C'est pas vrai, des fois je fais des petites boucles comme ça sur les côtés. C'est vrai, des fois tu vas tanker une unité de cavalerie lourde derrière un décor pour qu'il soit inutile. Exactement. Arrête, ils ont quand même annihilé une équipe. C'était de la chance, ok. T'avais beaucoup de chance. Ne fais pas le malin. Mais sinon, voilà, donc on a un peu vu la partie de points de commandement, comment les utiliser, etc. Vous avez toujours vos aptitudes que vous connaissez. On va aller un peu plus loin. Maintenant, il y a deux autres choses qui sont utilisables durant le tour, qui vont être intéressantes, sont toutes nouvelles. Donc déjà, vous avez une action héroïque possible. C'est-à-dire qu'en tout début de tour, donc d'ailleurs... Clément, oui, pardon. Juste j'ai une question, c'est là on est en train de... Parce que je pense que c'est intéressant aussi de pas faire que les règles, mais de faire aussi un peu la boîte de Dominion, de montrer les figues. Ouais. Donc je voulais juste te le rappeler, parce que du coup, vu qu'il est déjà 22h30, okay. Tu vois, il nous reste une petite demi-heure. C'est juste pour pas qu'on rentre trop dans le détail. Ok, je vais éviter de... Ouais. Si derrière en fait on a des questions ou quoi, il faut pas hésiter dans le chat à nous les poser. Voilà, on fait une présentation peut-être un peu plus globale, parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir les figues. Oui, non mais t'as raison, je vais essayer de moins rentrer dans le détail là, comme j'ai pu le faire sur les points de commandement. On va voir un peu plus généralement tout ce qui est nouveau. Donc là, ce que je disais, l'une des nouvelles règles qui est très intéressante, ce sont les aptitudes héroïques. C'est-à-dire qu'en chaque début de phase de héros, la vôtre et celle de votre adversaire, les deux joueurs vont pouvoir choisir une action. Donc il y a 4 actions possibles avec différents effets, et vous allez pouvoir dire tel héros va faire telle action héroïque qui peut aussi un peu emmerder votre adversaire. Vous avez par exemple la possibilité de soigner un de vos héros pendant la phase de héros adverse, ce qui peut être intéressant. Donc ça, c'est aussi de nouvelles armes qui vont rendre vos héros un peu plus impactants sur le plateau, et qui vont peut-être faire en sorte que votre adversaire va vouloir plus rapidement buter certains de vos héros. Autre action un peu dans le même style qui existe, ce sont pour les monstres. Juste, c'est en fin de phase de charge, vos monstres, donc là par contre ça ne sera pas limité à un seul, mais jusqu'à 4 monstres, parce il existe que 4 aptitudes monstrueuses qui vont pouvoir effectuer, et chaque aptitude ne peut être faite qu'une seule fois. Donc vous allez pouvoir, si vous avez jusqu'à 4, ou si vous en avez plus, il n'y en a malheureusement que 4 qui pourront en bénéficier, vous allez pouvoir faire des effets qui vont avoir des dégâts, des debuffs, etc., ou alors des actions un peu particulières que vos monstres vont pouvoir faire désormais. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant, ça va rendre les monstres beaucoup plus intéressants sur le jeu, ça va sans doute les ramener sur les tables compétitives, là où ils sont aujourd'hui absents, parce que la masse fait beaucoup plus le taf. On en est là pour les... Alors si, il y a une petite règle vite fait que je vais aborder, après on va passer un peu plus sur
on va dire, autres que les règles de jeu, mais plus la capture, les scénarios, etc. Mais en règle de jeu, ils ont fait quelque chose aussi de très intéressant pour éviter les abus, encore une fois. Tout ce qui est jet de touche, jet de blessure et jet de sauvegarde ont été capés à un modificateur maximum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus augmenter votre sauvegarde de 3. C'est-à-dire que si je mets tous les buffs de sauvegarde possibles, eh ben ça se limitera à plus 1 maximum. Alors dans le cas de la sauvegarde, pas à l'inverse, parce que comme vous le savez, vous avez la pénétration d'armure qui va vous faire par exemple le -2 à votre sauvegarde ou ça ce n'est pas capé, ça reste comme d'habitude. Mais par contre, vos jets de touche et vos jets de blessure, eux, sont tous capés à +1, -1. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre à votre adversaire 3 -1 à la touche, et que le mec se retrouve baisé et est obligé de tirer en 6 alors qu'il était en 3+ à l'origine. Ce n'est plus possible, c'est limité aussi. Ça fait plaisir, hein, Clément, quand on a des Stormcast. Bah, en vrai, ça va. Moi, je trouve ça plus intéressant parce qu'effectivement, quand tu commences à avoir des figurines qui sont en +1 de sauvegarde ou falloir que tu foutes 3 drains pour que le mec soit en 2, tu vois, ça devient compliqué, quoi. Mais voilà, ils ont bien limité tout ça. Et ça va éviter du coup les abus. Déjà qu'on sait que maintenant tu vas plus pouvoir faire de gros tons, bah, même si tu arrives à faire une grosse unité, tu vas pas pouvoir la booster au maximum, quoi. Tu vas être très limité sur ce que tu vas pouvoir faire dessus. Il va falloir être plus intelligent et un peu plus distribué sur toute ton armée au lieu que de te concentrer sur une seule unité. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, on va voir une autre règle. Alors moi, c'est une règle que je pense que depuis le début que je joue à Age of Sigmar V2, parce que j'ai commencé un petit peu avant la V1, V2, peu importe, mais dès que j'ai commencé à jouer à Age of Sigmar, j'ai ressenti ce problème au niveau des règles, parce que je jouais beaucoup d'armées d'élite, donc j'avais beaucoup moins de figurines que mes adversaires sur le plateau, et c'était beaucoup plus compliqué de capturer des objectifs, sachant que j'avais la moitié, voire le tiers du nombre de figurines de mon adversaire, et les objectifs se capturent au nombre de figurines. Donc moi, avec ces 5 Stormcast en train d'essayer de choper un objectif contrôlé par 20 Skaven ou 20 gobelins, c'était casse-couille. Ça a été modifié, alors pas sur des Stormcast de base, mais désormais les monstres comptent que pour 5, et toutes les figurines qui ne sont pas monstres et qui ont plus de 5 PV vont compter pour 2. Ce qui va déjà permettre, rien que pour les Stormcast, un héros va compter pour 2, un monstre va compter pour 5, et si vous imaginez, il y a d'autres armées qui ont des fois plus de gros monstres, etc. Vous imaginez, je crois que c'est l'infanterie monstrueuse, les Curnot Hunter, je sais pas si vous voyez, chez les Sylvanettes, ce sont des espèces d'arbres, ils sont par 3, ils ont 5 PV chacun. Ces trucs-là, ça va compter pour 6, ça va faire plaisir, ça va être bien pratique pour la capture. Ouais. Et ça devient déjà un peu plus intelligent, quoi. En gros, voilà, simplification de la prise des objectifs, parce que, rectification en tout cas, où maintenant ça se fait plus au nombre de figurines, mais ça se fait de manière plus équitable en fonction du coût de la figurine et ses PV, tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, en effet, me semble être beaucoup plus intelligent, parce que c'est clair que voilà, tu te retrouves avec un paquet de j'en sais rien moi, de 20 raclechènes versus tes 3 gros mecs là qui sont sur leurs bestiaux immenses là. C'est ça. Finalement, moi le paquet de raclechènes, il me vaut la moitié en points, mais par contre c'est impossible que tu viennes le caper. Donc du coup c'est vrai que c'est intéressant. Ouais, on avait souvent la comparaison de Archaon, tu sais, que l'énorme monstre, et il suffit que t'aies 2 petits skinks en bas et c'est eux qui capturent le territoire, tu vois. C'est ce genre de truc qui pouvait être un peu ridicule aujourd'hui. Ouais. Donc là du coup, t'as encore des gros changements, des gros changements importants de la règle. Il y a un dernier changement pour moi qui est. Sans rentrer trop dans le détail. Pour qu'on enchaîne sans rentrer trop dans le détail, mais là ça va être plus au niveau des scénarios. Pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va plus se contenter de capturer des objectifs. Vous avez maximum, je crois que oui, c'est bien ça. Tu peux monter jusqu'à maximum 28 points dans une partie. Sur ces 28 points, tu en as 15 qui viendront du plateau, donc tu as une petite majorité qui viennent de la capture de plateau. Grosso modo, c'est simple, c'est 1 point si tu contrôles un objectif, 2 points si tu contrôles 2 objectifs, et 3 points si tu contrôles... un 3e point si tu contrôles plus d'objectifs que ton adversaire. Et c'est tout par tour, tu peux pas aller plus. Et ensuite, en fait, tu vas avoir des stratégies à choisir. Donc tu en as une en début de partie, une grande stratégie qui te fera gagner 3 points si tu l'appliques. Et chaque tour, tu vas avoir une petite stratégie qui te fera gagner 2 points. Et ça va te permettre de rééquilibrer. Tu vois, on le parlait tout à l'heure dans une partie où toi tu avais pris tout de suite beaucoup de points grâce à la capture. Et ben, si tu te rends compte que ton adversaire a plus de facilité à capturer le plateau, tu vas plus partir du coup sur l'objectif d'essayer de niquer certaines unités ou de l'empêcher justement de faire ces stratégies-là parce qu'il a peut-être moins de létalité que toi et tu vas pouvoir l'empêcher. Et ça aussi, ça fait partie des règles qui pour moi
rendre le jeu plus équilibré. Oui. Tu vas plus te retrouver baisé ça parce va. que t'as pas la capacité de capture. Ça va être le genre de choses qui va plaire par exemple à des joueurs comme Marco justement, qui avait eu cette frustration quand on Ouais. avait fait la partie où finalement il m'avait pété les 2 tiers voire plus de mes unités, mais il avait pas marqué de points parce que tous les points se jouaient sur les objectifs et qu'à chaque fois moi j'étais là pour caper les objectifs. C'est ça. Donc du coup c'est vrai que d'une certaine manière tu peux te dire bah ouais mais en même temps tu le sais que c'est ça le but du jeu, que c'est de prendre les objectifs, donc il faut aller dans ce sens-là. Oui, mais ça veut dire que tu as certaines règles et en tout cas certaines armées qui vont être plus, on va dire, plus formatées pour prendre les objectifs parce qu'ils vont être nombreux, rapides ou quoi que ce soit, et donc du coup ils vont pouvoir aller les prendre facilement. Et les armées avec plus de létalité qui sont là principalement pour poutrer, finalement sont un peu désavantagées, et leur objectif ça va être de poutrer suffisamment rapidement pour qu'ils fassent table rase et qu'ils arrivent à récupérer tous les points d'objectif C'est ça. sans avoir à venir on va dire les batailler face à l'adversaire. Et ça c'est vrai que c'était un petit peu réduit comme champ des possibles, alors que maintenant entre les stratégies, donc grande stratégie, petite stratégie, les points qui sont donnés par une éventuelle poutre de héros ou je ne sais quoi, ça permet d'équilibrer et de coup de donner plus de possibilités. Ça veut dire que les armées qui sont là pour prendre des objectifs pourront toujours prendre les objectifs, mais c'est pas la seule manière de gagner. Et donc du coup ça c'est quelque chose qui va permettre de plaire à davantage de joueurs. Par exemple moi en effet que tu me dises faut poutrer lui ou faut aller sur les objectifs, moi ça me fait ni chaud ni froid, je respecte le truc machin, ça me plaît autant l'un que l'autre. Si par contre Marco lui son kiff c'est d'aller rouler sur l'adversaire et de lui défoncer la tronche, j'exagère, je grossis le trait évidemment, mais voilà, si c'est ça le kiff, ça fera kiffer aussi. Alors, et donc du coup ça plaira à plus de monde et ce sera plus versatile on va dire, donc je trouve ça vraiment intéressant. Alors faut voir aussi, ça va pas être juste l'objectif, faut pas non plus limiter ça à juste éclater son adversaire. Tu vas aussi avoir un petit peu plus de stratégie, c'est-à-dire que tu as 5 stratégies, ça c'est les 5 stratégies que tu dois choisir, une à chaque tour, mais par contre tu ne peux pas prendre 2 fois la même. Donc il va falloir aussi être intelligent et prendre les stratégies au bon moment par rapport à ce qu'on a la possibilité de faire. Et je vois qu'on avait Lone Wolf qui donnait un petit commentaire en se disant que les 3 grandes stratégies actuelles sont un peu dégueulasses et qu'il espérait plus. J'ai déjà vu un peu ce qu'il y avait dans le manuel du général et il propose beaucoup plus de grandes stratégies plus intéressantes. Il a des passes droits, le mec. Voilà, j'ai 2-3 infos. C'est possible que ce soit un live sur YouTube, je dirais pas plus. Donc du coup, voilà, ça commence à tomber les informations, donc on va pouvoir vite avoir toutes ces infos-là. Donc c'est à peu près tout pour les gros changements. Je pense pas en avoir oublié. Après, ça doit être des petites modifications par-ci par-là, mais on a vu. Ouais, puis ça fait déjà pas mal de choses. Hein. Voilà, c'est pas une petite évolution de règles, c'est pas une petite modification. Donc, alors ici, il y a une toute petite dernière modification qui est quand même importante à notifier. Ce sont les bataillons. Il va plus être possible d'utiliser les bataillons existants dans nos Battle Tomes lorsqu'on fait des parties à jeu égal. Dans le narratif, etc., c'est toujours utilisable. Par contre, en jeu à égal, ce n'est plus possible parce qu'on se retrouvait malheureusement. Alors, c'est un peu triste, mais je comprends parce que malheureusement, tu avais certaines armées qui avaient des bataillons qui étaient extrêmement forts et tu en avais des armées qui n'avaient pas du tout de bon. Ils n'en avaient que de la merde, grosso modo. Et ça donnait un énorme déséquilibre parce que ça rajoute des passifs, ça vous donne des avantages, que ce soit des points de commandement, des artefacts, voire même la possibilité de tout mettre en une pause et de pouvoir prendre l'initiative tour 1 et choisir qui commence. Ça donnait énormément d'avantages. Tout ça maintenant, ça a été mis à plat, c'est-à-dire que chaque joueur, enfin tous les joueurs, pardon, toutes les armées ont accès aux mêmes bataillons. Ce sont des bataillons neutres qui donnent chacun des avantages. Donc là, ça va vraiment être plus voilà, ça va être généralisé sur ce que vous pouvez faire et c'est quelque chose de très intéressant. Faut regarder un petit peu. C'est aussi quelque chose qui rajoute de la complexité parce que je trouve que ça va être plus compliqué de savoir exactement ce que vous allez faire, mais par contre c'est plus équilibré maintenant au niveau des parties, au niveau de ce point là, et je pense qu'on a fait le tour à peu près sur les règles. Il y a Lone Wolf qui dit il y a plein d'autres changements de règles, mais qui n'intéressent que ceux qui connaissent déjà bien les règles. J'imagine que voilà, c'est des règles qui sont peut-être un peu plus. C'est plus dans l'optimisation, peut-être des règles un petit peu plus précises, sur des points plus précis. Ouais, j'en ai déjà donné 2-3, mais voilà, on n'a pas le temps de non plus de tout balayer comme ça, parce que sinon finalement ça revient à faire une lire le livre de règles, ouais. Ce qui est quand même pas l'objectif. Là, c'est de faire une synthèse, et là déjà la synthèse, Clément a été assez exhaustif
exhaustive, je pense. Donc ça, c'est quand même, Voilà. déjà pas mal pour voir un petit peu les grosses règles qui changent. Tu dis qu'il y avait des bataillons qui avaient l'aptitude de faire perdre des amis, ça, ça Ouais, j'ai cru comprendre en c'est un effet. peu ça, ouais. C'est un peu ça. Oui, la course Mais au... oui, en Effectivement, il y a effet, des tout ce petites, qui des est, petites voilà, nuances, oui. il y a d'autres règles en effet qui sont amenées à changer, enfin qui ont changé. Comme tu le dis, voilà, tu le dis, hein, Lone Wolf, plein de nuances. Et en effet, pour ça, il faut savoir jouer, il faut bien avoir les règles en tête, il faut avoir parcouru tout le livre de règles, tout ça. Bref, il y a beaucoup de choses qui changent. Ça fait vraiment de vrais. Enfin voilà, c'est un nouveau jeu, entre guillemets. C'est un vrai update. C'est pas comme l'update Windows où quand tu redémarres l'ordi, tu vois pas de différence. Sauf qu'une fois sur deux, ça plante. Bah là, en l'occurrence, c'est plutôt pour du positif. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ça me semble être vraiment très positif et ça me chauffe bien de tester tout ça. Et du coup, pour tester tout ça, bah, la Il faut première des chose à figues. faire, c'est la boîte Dominion. Clément, j'imagine que tu as quelques petites photos à montrer quand même. Parce que c'est bien sympa de parler des règles, tout ça, du texte. Mais on veut de la peinture, là, on veut de la figurine, nous. Voilà. On Tout veut de du suite. plastique, mon gars. Fais-nous Voilà. rêver un peu. Du Mets plastique. des paillettes dans nos vies, Clément. Ah. Mets des paillettes dans nos vies. Alors, êtes-vous prêt à claquer votre argent? C'est ça, cette boîte-là. Donc voilà, on va venir. Vous avez sans doute déjà vu, ça va faire 3-4 semaines, je crois que ça a déjà été dévoilé. Je sais plus les dates T'as exactes. raison, Lone mais- Wolf, les gros monstres, tout ça, ça va en effet, Oui. ça va en effet repopper un peu partout sur les champs de bataille, je pense. C'est une très bonne nouvelle, je pense. Peut-être que les Sons of Behemoth, ils ont pas, les fils de Behemoth, pardon, ils n'ont pas suffisamment marché, tu sais. Donc du coup, ils se sont dit, oh allez, on va leur mettre un peu. On a du stock là, les gars. Faut écouler tout ça. Non, mais c'est vrai que pour eux, ça va être des changements intéressants. Après, je pense que le problème des Son of Behemoth, je crois qu'ils ont un problème de faiblesse quand même au niveau du jeu. Mais je crois que le plus gros souci qu'ils ont aujourd'hui, ça reste quand même le niveau stratégique qui se contente de j'avance sur les points, j'attends. Parce que c'est tout ce que je peux Mais faire. en même temps, t'as 3 unités dans ton armée. C'est donc, ça, oui, ça te donne très peu de 3 choix. unités de 1. C'est clair que niveau C'est limité. tactique, C'est Ouais. très limité. Donc on va venir sur cette boîte, toute nouvelle boîte qui vient de sortir avec deux nouvelles armées, disons. Il y a une partie Yes. une partie que vous avez pu reconnaître qui s'appelle des Stormcast, enfin pardon, des Éternels de l'orage, anciennement connus sous le nom de Stormcast Eternals, qui se voient. Et si vous les avez pas refait. reconnus, c'est normal aussi. Hein, mine de rien. Exactement. On va descendre un petit peu. Alors bon, déjà on a cette première figurine qui est le gros perso de la boîte côté Stormcast. Yes. Le gros perso chasseur, on a déjà vu les règles, c'est quelque chose qui tape bien, et en plus c'est une très jolie figurine, et ça fait plaisir d'avoir une grosse figurine qui est très forte sur le plateau. Je pense qu'on en verra pas mal à mon avis. Ouais. Donc, comment ça s'appelle? Indrasta, c'est ça, The Celestial Spear. Et petit point vite fait que je dis, pour un personnage nommé, ce qui est intéressant cette fois, c'est qu'elle n'est pas liée à une chambre spéciale de Stormcast, qui était souvent le cas des personnages nommés, qui étaient tous Hammer of Sigmar, et du coup, si on voulait jouer dans une autre chambre, on ne pouvait pas les... Enfin, on pouvait les utiliser, mais toutes leurs aptitudes et nos aptitudes d'allégeance ne marchaient pas sur eux. Ce n'est pas le cas de celle-ci, je trouve ça très intéressant. On va continuer, donc... Voilà, là on commence à arriver un peu sur du nouveau Stormcast et on se rend compte que les mecs ont de meilleures armures, en fait, de meilleures proportions. C'est génial. Et alors il y a eu pas mal de comparatifs par rapport aux personnes qui ont déjà reçu les boîtes par rapport aux anciennes figurines. Elles ne sont pas plus grandes, malgré ce qu'elles laissent paraître. En fait, elles sont juste mieux taillées, avec des armures plus fines. C'est aussi lié un peu à leur histoire. J'ai envie de faire un petit rappel, mais dans les derniers événements qui s'est passé dans Broken Realm, Be'lakor, le Seigneur du Chaos, a en gros créé un nuage de chaos qui vole sur tous les royaumes et qui empêche les Stormcast de remonter vers Azir quand ils meurent. Donc voilà, les Stormcast Eternal, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait à chaque fois qu'ils meurent, ils sont renvoyés dans les cieux pour être reforgés et renvoyés sur le champ de bataille. Et ce nuage empêche ce système-là. de l'orage. Pardon, les Éternels de l'orage qui sont envoyés vers du jeu de l'âge de Sigmar, pardon. Donc en fait, m'amuser à être chiant avec ça, ça va être bon, quoi. ça va être compliqué. Hein. Donc ces nouvelles armures sont faites en fait pour pouvoir passer au travers de ce nuage. Du coup, ça rend des explosions beaucoup plus importantes. Ça va aussi leur rajouter de nouvelles règles. On va arrêter de parler de règles. On va continuer sur les figurines parce que on est là pour ça. Donc petite mention particulière concernant les Stormcast de cette boîte, ils seront tous disponibles avec ou sans casque, si vous voulez, selon comment vous voulez les monter. C'est ça. Vous aurez Et le dans leur totalement version X-Men aussi, comme là on peut le voir avec Magneto. choix. Ça fait penser à Magneto, toi, ce masque. Non, celui du dessus, le mec, Oh. le visage. Ah Le visage, pas le casque. oui, pardon, oui, le visage, c'est vrai que ça fait très... Là, c'est vrai qu'il y a un petit style.
Ah, on peut jouer Magneto, il a peut-être des pouvoirs assez balèzes. D'ailleurs, en règle, il reste fort, mais on va arrêter de parler de règles, là. Désolé, j'ai trop regardé. Captain Jamaica qui prend le truc à fond. Le marteau de guerre, l'âge de Sigmar. C'est ça, ouais. Les grimoires de bataille, comme on avait vu. Ah oui, le Indie Wargame, carrément, le masque blanc, là, ça fait un peu le Vega de Street Fighter. Ah oui. Ouais, ça fait penser à pas mal de choses, ce petit masque assez sévère. D'ailleurs, je trouve qu'elle a un regard. J'aime bien, moi, ce masque, je le trouve cool. Ouais, mais tu vois, je trouve que ça aurait été plus marrant qu'ils foutent tous les Stormcast avec des regards un peu plus sévères comme ça, parce que celui-ci, je trouve, est extrêmement violent, tu vois. Mais surtout que celui du dessus, là, ça fait trop. Je trouve, perso, hein, je trouve que c'est trop proche des nains steampunk, là, les. Caradon. Non, Caradon. tu parles des Mania Caradon, je crois. Ouais. Ouais, le côté barbe qu'ils ont mis sur les casques fait très nain, très Duyardin. Et on a ça sur. Ça fait Keycord. C'est pour ça qu'il aime bien cette armée en fait, Keycord. C'est ça. On a trouvé. Donc le magicien, on va un peu avancer. Alors on a celle-ci, je crois que celle-ci, ça reste ma figurine Stormcast préférée de cette boîte. Je la trouve magnifique. Elle est terrible celle-là. Je l'adore. Voilà. En plus, elle est ok en jeu, donc ça me va très bien parce que même si elle était mauvaise, j'allais la jouer dans tous les cas. Donc heureusement, elle est pas trop mauvaise. Hop, on passe ensuite sur cette nouvelle unité qui est une des unités les plus belles sur ce qu'ils ont fait de nouveau. Cette espèce de Stormcast avec les plaques, les capes, pardon, ces petites plaques sur les côtés qui donnent aussi un petit style très sympathique. Franchement, je pense que cette figurine-là, si tu me la montres non peinte et avec le visage comme ça, du premier coup, je suis pas sûr que je te dirais que c'est du Stormcast, tu vois. Je pense que ça peut très bien s'appliquer sur d'autres jeux. C'est une très jolie figurine pour faire juste un chevalier avec une grosse hallebarde, quoi. Il y a du cuir moustache, là. Dans le chat. Ah bon, d'accord. Hop, pardon. Celle-là, par contre, moi, je peux pas. J'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, et toutes les personnes qui les voient en vrai les trouvent beaucoup plus belles en vrai que ce qu'on a tendance à voir en photo. D'accord. Donc je suis un peu comme toi. T'as l'impression de voir le taureau, le chevalier d'or du taureau, et du coup, j'accroche vraiment. Autant celle du dessus, oui. Mais celle-là, alors là, avec le visage à la limite, tu vois, je trouve et là, pour le coup, c'était Marco qui disait ça aussi. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec lui. Je trouve que le fait de voir leur visage, ça leur donne quelque chose en plus. Et que je trouve vraiment très, très intéressant. Mais en vrai, celle-là, je trouve qu'il y a trop massif, en fait. Il y a pas de finesse. Je suis pas hyper fan, et puis vu la tête des bonhommes, ça a l'air d'être des tendres sur le champ de bataille, ça je suis sûr, donc du coup je préfère pas les avoir en face de moi. Ouais, oui, effectivement. C'est des fins, mais non, c'est pas des fins. Il tape dedans, il regarde ce qu'il y a après. C'est ça. Ceux-là, effectivement, un peu de finesse dans ce monde de brut, que diable. C'est vrai qu'il faut pas attendre beaucoup de finesse de ceux-là. On va pas revenir sur les règles maintenant. On fera peut-être un débrief, je pense, pendant un rapport de bataille. C'est Malburé qui dit l'Annihilator, c'est Hulk dans l'armure d'Iron Man avec le bouclier de Captain America et le marteau de Thor. C'est vrai que déjà. Le mec, c'est Avengers à lui tout seul. C'est vrai que déjà, avec un nom comme ça, tu t'attends pas à des doux. Non, ouais, c'est clair. Bon, on va avancer. On a ensuite les Vindictors, qui sont la nouvelle ligne Stormcast, donc encore une fois avec ces nouvelles armures. Moi je les aime bien ceux-là, je trouve que justement ils font un bon côté. Il y a quelques figurines qui me choquent un peu au niveau de leur position, mais j'aime bien cette unité, j'aime bien les nouvelles formes d'armure, enfin, moi je suis assez fan de tout ce qu'ils ont montré. On va enchaîner maintenant avec de l'Uruk. Voilà. Une nouvelle faction. On parle de trucs sympas, là on parle de vrais trucs, de vrais bonhommes. Là, tu vois. Arrête. Est-ce qu'il est là, Tig, pour regarder ces figues là? Ouais, c'est ça. Regarde, Fig, tes prochaines figues. Regarde-moi ça, un régal à peindre. Il y a rien comme détail, tu vois, ça va être facile, ça va être rapide. Regarde, on voit que dalle. 72 heures. Ouais, celle-là, c'est vrai que... Alors, il y a un truc qu'on va revoir, mais ils ont tous leur petit bouclier un peu à leur effigie, et je trouve ça génial dans cette armée en termes d'esthétique qu'on avait déjà vu un peu ensemble, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de classe. Et j'avais vu un peu niveau lore, l'idée, en gros niveau fluff, pardon, derrière tout ça, il faut se dire que ces mecs-là, quand ils arrivent souvent au niveau magicien, t'as des espèces de brouillard un peu toxiques qui donnent des hallucinations, et justement, en fait, de voir ces boucliers-là, en fait, tu vois des monstres qui t'attaquent. Des gros monstres qui c'est ça. Okay. En fait, les boucliers sont là pour faire des visages. En fait, j'ai vu un peu ce truc-là qui est passé, et je trouve ça génial, et sinon ça explique bien pourquoi ils ont tous ces espèces de boucliers ou de totems qui trimballent. Donc là, on a le chef sur sa grosse monture, assez badass. Je pense qu'on va passer à la suite. On a ça qui devient très
tout de suite très cool. Donc le magicien avec son espèce de carapace crâne qui est assez balèze. Je pense que c'est une tête de géant qu'il utilise comme Ouais, c'est carapace. ça, ouais. Je trouve ça, Moi, je la trouve sympa, celle-là de figurine, pour elle le est coup. classe et elle Je est crois que je la trouve accompagnée. encore plus sympa que le chef est vraiment lourd, tu vois. Mais Oui. celle-là, elle est vraiment cool. Elle est cool et en plus elle est accompagnée du coup de son petit grotte qui fait les petites Ouais, potions avec. j'adore. Je trouve que c'est génial. Ils en ont deux et je trouve qu'à chaque fois, enfin ça c'est quelque chose chez les orques qui est excellent. C'est l'espèce de petits gobelins qui les accompagnent, qui ont tous leur petit style, qui sont là, qui servent à rien mais ils sont quand même là, tu vois. Et je trouve ça excellent. Bah tiens, hop, on en a un deuxième juste ici, le petit garde du corps du Ouais, chef à je pattes. trouve ça vraiment cool. Voilà. On retrouve ça, donc là on a la fameuse 22e figurine Stormcast présente sur ce socle, et avec ce gros bonhomme. Alors, ouais, voilà, il a deux options d'armes possibles de ce que je vois au niveau de la photo. Il peut avoir à la place du Ah oui, bouclier. soit un bouclier, soit un boulet, ok. Ouais, voilà. Donc là, il me semble que c'est un chef encore celui-ci. Plutôt stylé, on va pas se mentir. Alors voilà, ça je crois que c'est celui que je préfère. Tu me diras d'ailleurs, Clément, Yes. au moment où tu auras retenu définitivement ton schéma de couleur de Stormcast, Yes. comme ça, quand je peindrai mon socle, je peindrai le Stormcast de la même couleur. Merci. Alors je vais les faire rose. Un joli rose. Bien flashy. Amuse-toi avec ça. En tout cas, merci les gars pour les conseils de peinture, hein. C'est sympa, je prends bonne note. Merci Scarlix. J'ai pas vu, qu'est-ce qui est comme conseil? Il dit un coup de bombe de peinture, tu fais trempette dans la Lazure Army Painter et on n'en parle plus. Ça peut marcher, je te laisserai faire, Scarlix. Donc on a celui-ci avec sa bannière et avec son visage qui fait penser à, je sais plus comment il s'appelle, du Hobbit. Je pense que tu le peins en Oui. blanc celui-ci et... Azog. Zog, je crois que c'est que ça, ouais. Azog le profanateur, je crois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc je trouve qu'il a vraiment sa gueule, c'est-à-dire que tu le fais un peu blanc et c'est lui en fait. Tu peux le jouer. Scarlix qui enchaîne, je lance ma chaîne Désapprendre la peinture sur figurine ou DLPSF. Ah, ça peut être pas mal. Il est magnifique. Et on continue du coup sur maintenant des arbalétriers. Ouais. Orques. J'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi. En fait, je trouve ça justement un peu what the fuck dans une armée orque et du coup ça me plaît en fait. Les gens ils étaient en mode ouais, je sais pas, c'est bizarre. Moi je trouve ça marrant. Tu vois que l'arbalètre c'est fait avec des bouts de bois et qu'ils ont pas taillé quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ils ont vraiment pris un tronc d'arbre, ils ont foutu quelques morceaux de métal dessus et puis basta. Tu sais, tu sens dans la sculpture de la figurine, tu sens que c'est l'arbalète qui peut leur péter à la tronche à tout moment. Limite, ça m'étonnerait presque pas qu'il y ait une règle qui dit que ça peut leur péter à la gueule si tu fais un double 1, quoi, tu vois. Je sais pas, mais c'est possible ouais, que t'aies une galère, que ça pourrait être marrant. Mais d'ailleurs, en termes d'armes et d'équipement, niveau fluff, encore une fois, je vais revenir dessus, ils ont l'air d'être liés à une faction qui est connue et pas mal attendue de certaines personnes, qui sont les Nains du Chaos. En fait, ils auraient apparemment pas mal d'équipements qui proviendraient des Nains du Chaos. Donc on ne sait pas s'ils sont alliés à eux ou si c'est juste qu'ils ont piqué du matos, ce qui est fort probable aussi pour ce genre d'orques. Mais ça ramène du coup dans le fleuve des orques, enfin pardon, des nains qui sont attendus depuis longtemps. Ok, parce que les Nains du Chaos, quand même, ils sont censés être un peu plus avancés technologiquement parlant. Donc... Bah, on va voir sur certains accessoires qui vont arriver après, où tu vois vraiment des accessoires trop avancés pour des orques, et en fait, c'est ces accessoires qui viennent de... Donc là, non, effectivement, je pense que l'arbalète sur un bout de bois, ça n'a pas été fait par des Nains du Chaos. Non, ouais. Il y a Indie Wargame qui demande, vous pensez qu'ils ont fait ce style d'orque parce qu'il va y avoir une série Amazon sur le Seigneur des Anneaux? Pas sûr, parce qu'en fait, ils ont la... Enfin, je sais pas, moi, ils ont déjà la licence Seigneur des Anneaux, donc pourquoi s'emmerder à copier, tu vois? Non, mais c'est pas possible qu'ils aient fait en pensant à ça, que ce soit un truc qui soit utilisable après. Hein. Oui, il y a aussi possibilité que les gens... Je pense qu'ils ont juste voulu faire un renouveau au niveau des orques, peut-être pour pas qu'on leur reproche de faire une xème fois des orques très classiques à la Warhammer. Là, au moins, on change un petit peu, tu vois. Puis bon, il y a aussi un côté... Je pense que systématiquement, quand ils font ce genre de choses, il y a un côté aussi commercial, hein, bien évidemment. Ça leur permet d'avoir d'autres schémas de couleurs, donc de vendre de nouvelles peintures. Exactement. Ça permet aussi peut-être de limiter les conversions, tu sais, d'utiliser des anciens orques pour refaire cela, parce qu'ils ont vraiment une gueule différente. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs explications, mais le lien avec le Seigneur des Anneaux, je suis pas convaincu. Je pense aussi que t'as un aspect de nouvelle gueule d'armée, du coup tu vas attirer des nouvelles personnes. Ceux qui sont déjà chez les orques vont se dire « Ah, trop bien, des nouveaux orques pour mon armée », et d'autres qui étaient peut-être pas fans des anciens designs vont se dire « Ah putain, des orques un peu plus badass, ça me plaît ». Et c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de monde parle aussi au niveau de OS qui commence à avoir des designs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus matures, on va dire. Donc c'est peut-être... faut peut-être s'habituer à voir ce genre de figurines, ils vont peut-être commencer à faire que de nouvelles armées, un peu sur ce trait-là. Donc
On va revenir vite sur eux, qui sont, donc on avait vu déjà un peu avant, mais ils ont quelque chose de très particulier, c'est que leur bouclier représente un peu leur visage à tous. Et c'est assez marrant de se rendre compte de ça. On voit par exemple le chef sur lequel on retrouve son collier, son casque avec ces espèces de petits marqueurs. Je sais qu'il t'en a un, donc là encore une fois avec le casque, alors, celui on le voit pas trop. Casque avec le bandeau, celui qui est borgne. T'as le borgne, t'en as certains sur lui, tu vois pas son visage du coup là avec sa capuche, du coup c'est pareil sur son bouclier. C'est assez marrant ce qu'ils ont fait là-dessus. Je trouve que ça donne encore un bon look à ces orques. Et ça peut aussi les ramener, tu vois. On a tendance à les voir un peu trop violents, peut-être un peu trop violents pour l'univers AOS. Et au final, ces gros boucliers rouges, je trouve que ça les remet bien dans l'univers, espèce de squig sur leur bouclier. Et ça fait bien cet univers AOS qu'on reconnaît tout de suite. Et d'ailleurs, ils ont montré un article, et ça revient d'anciens orques, en fait. Si tu prends vraiment cet orque-là, en fait, t'as quasiment un orque identique qui a été fait il y a plus de 20 ans, ou je crois même plus de 40 ans chez Games, en fait. Avec le bouclier où il y avait un visage, la corne, enfin la crête sur son casque, c'était la même. Je trouve qu'il y a un peu un hommage en fait au Oldhammer aussi, d'une certaine manière, où on retrouve un petit peu voilà, ces vieux schémas avec les boucliers sculptés comme ça, orques qui étaient vraiment à l'ancienne, voilà, avec des grosses mâchoires, avec des visages un peu difformes, tout ça. Je trouve ça assez cool, quoi. Ouais, et par contre, en effet, Indie Wargame nous dit qu'il faut reforger un bouclier à chaque fois que tu changes de chapeau, par contre. ça c'est plus compliqué. C'est relou. Mais bon, c'est pour ça, Captain Jamaica il dit des orques malins, ça fait peur, mais tu vois qu'ils sont pas si malins que ça. Non, ce sont des orques fourbes, c'est pas pareil. C'est ça, ouais. Et donc là, on arrive sur je sais plus comment ils s'appellent, ce sont les Hobgrottes, voilà. Qui sont ceux équipés justement avec des armes, donc on voit ici l'espèce de grenade. Oui, c'est ça, ok. Qui proviendraient... des armes un peu plus avancées, voilà. En effet. Donc, eux auraient piqué un peu ça à du nain, on aura plus d'informations qu'on aura les bouquins, on pourra un peu vérifier tout ce qui se passe. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment sur des orques, on est plutôt sur un mélange entre des espèces de gobelins. Et des gobelins un peu chelous. J'avoue que moi, c'est pas celle que je préfère dans l'armée, quoi. Non, je pense qu'après, leur schéma de couleur aussi aide pas, à mon avis, tu les mets plus verts et ça va peut-être plus te plaire, tu vois, ça va peut-être plus se rapprocher à des gobelins mais justement, habituels. Faut pas qu'ils soient de la même couleur que les autres, je trouve, donc c'est... T'en fais des albinos. C'est pas la même race, entre guillemets, quoi, tu vois. Tu fais tes petits elfes, tes petits gobelins albinos, là, ça passe nickel. Ouais, putain, albinos, amuse-toi à peindre ça, ouais. Enfin voilà, je crois que c'est tout pour les figurines, en tout cas. Ensuite, on a donc le core book qui sera dans cette boîte, donc qui est une couverture... merde, comment ça s'appelle ? Collector, merci. J'avais perdu le mot. Donc couverture collector. Vous pourrez avoir la même version, c'est-à-dire que ce sera le même bouquin, mais juste sans la même couverture qui sortira à part. Je pense que ce sera facile, 40-50 balles, comme d'habitude. Dans cette boîte, on retrouve aussi du coup le bouquin de scénario, donc putain, j'ai pas la version française de Humberstone Watch, désolé. Donc, War at Humberstone Watch. Ah, j'ai pas la version française, là, désolé. Et avec les petites fiches qui vous donneront... La garde de la pierre d'ambre. De la pierre d'ambre, de pierre d'ambre. Ça passe. Donc vous avez les petites règles pour vos Cruel Boys et vos Stormcast avec les petites allégeances, etc. qui seront fournies. Donc ça vous fait tout ça une belle boîte. Je vais pas passer sur le reste parce que le reste c'est pas ce qui sera présent sur la boîte, ça sera quelque chose qui sortira plus tard, donc on verra ça une autre fois. Mais voilà, on peut se dire que tout ce que vous voyez ici, c'est donc en précommande samedi. Ils ont essayé de faire au prix de 155 €. Eh oui. Pour deux armées. Pas les 200 € qui étaient attendus par Clément. On a eu une très belle surprise avec ce prix. Mais donc, franchement, c'est fou parce qu'on se retrouve quand même avec deux armées à plus de 1000 points. C'est-à-dire qu'on a 1070 points, je crois, ou plus de 1000 points, un petit peu plus de 1000 points pour les orques, et 1360 points pour les Stormcast, en fait. Juste le personnage ailé coûte 300 points à lui tout seul. Donc c'est quasiment... ils l'ont mis en plus dans la boîte. Donc si vous faites des parties avec, faites attention en termes d'équilibrage. Mais... Vous allez avoir donc tout ça qui va arriver samedi en précommande, sorti le 3 juillet. Moi, c'est déjà un petit peu réservé chez mon revendeur local. D'ailleurs, je vous conseille de voir avec vos revendeurs, parce que normalement, ils ont quand même prévu un maximum de stock. Ça devrait pas tout partir en 5 minutes. Essayez de voir si vous avez des boutiques locales ou avec des revendeurs pour essayer de réserver ou venir en boutique pour essayer de garder des boîtes. Je pense que ça va partir vite parce que, à mon avis, il y a quand même une grosse attente. Ça va partir vite, par contre, les gars, on va pas se mentir. Peut-être pas en 5 minutes, machin, mais je pense que ceux qui tentent de pas précommander, c'est couillu.
Normalement, il y a une meilleure répartition au niveau boutique et tout, Oui. donc logiquement, il y en a, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Ils ont Comme- travaillé Ouais. ça et je crois qu'on aura un système. Donc demain, d'ailleurs, sur le site Warner Community, ils vont aborder un article sur comment vont se passer les précommandes sur leur site à eux. Je sais qu'ils ont mis en place un système de file d'attente. Système de tickets, ouais. Ouais, donc si vous voulez le commander directement chez eux, faites attention aussi. Mais passer par aux petites boutiques, c'est Voilà. toujours sympa, ça fait vivre les boutiques qui en plus ont eu pas mal de mal là avec le Covid, tout ça. Donc du coup c'est quand même intéressant. Non, Scarlix a priori ils refont pas le coup d'Indomitus, c'est quand même ils ont prévu un peu plus. Oui. Donc du coup a priori ça a été fait ça a été mieux fait en tout cas. Maintenant on verra, hein, l'avenir nous le dira, mais En fait, il y aura le même nombre, mais comme il y a une meilleure répartition, ce sera plus abordable. Voilà. Alors je vais te répondre à Scarix qui dit un petit truc intéressant sur le fait que la boîte de base n'est pas équilibrée. Je pense qu'elle est plus équilibrée en termes de coût figurine que... enfin de prix euro figurine que de prix en points, de coût en points figurine. Puisque c'est un peu... Voilà, c'est comme ça que marche AOS. Malheureusement, tu payes ta figurine, mais ta figurine a un coût en points qui va varier. Et des fois, tu vas peut-être payer le coût en points plus cher selon les armées. Et effectivement, les Stormcast qui ont beaucoup moins de figurines sur le plateau, tu vas pouvoir avoir plus de points pour moins d'argent. Faut plus le voir comme ça. Après, donc effectivement, les stocks sont un peu plus larges que ce qu'il y a d'habitude, mais il faut pas non plus... Enfin, je pense que ça devrait aller, c'est-à-dire que ça va pas tout partir en 5 minutes, mais il faut bien réserver son truc, il faut essayer voir avec son vendeur local s'il peut t'en garder une boîte, etc. Je sais pas si le 3 juillet vous en trouverez en magasin. Si vous avez de la chance, ça arrivera. Il y a bien des gens qui ont trouvé du Curse City sur lesquels c'était le pire stock possible qu'ils ont fait, Ouais. je crois, à Games. oui, Donc, récemment récemment il y a quelqu'un qui l'a Ouais. mis dans le Discord d'entrejeux justement, où il avait encore dans sa boutique trouvé une boîte de Curse City alors que tout le monde était en train de s'arracher les cheveux. Moi je le connais parce que c'est quelqu'un qui avait pris des cours de peinture avec moi et puis on en a parlé comme ça au détour d'une conversation. Je dis mais attends, tu parles de Curse City, genre Curse City? Il me fait bah ouais. Il m'envoie la photo, je lui dis mais partage, il y en a, ça va peut-être les Non, intéresser. c'est clair. Les gens qui cherchent Il encore, arrive comme une fleur en mode oh tiens j'ai eu ma petite boîte mais genre mais 2 mois après. C'est trop drôle. qui s'est pas rendu compte que le Et truc Yorlas, était cherché. oui, en effet, les stocks des boutiques sont maxés, tout ça. Oui, bien sûr. Oui. Après, il y a moins de stocks que Indomitus. Oui, mais il y a aussi moins de joueurs de Age of Sigmar que de Warhammer 40 000. Donc, évidemment, il y aura moins de stocks. Mais du coup, proportionnellement, a priori, ça devrait... en tout cas, des rumeurs qui courent, ça devrait mieux se passer. Oui. Mais de toute façon, vous nous direz tout ça. Là, on arrive à la fin de cette émission. Donc, on espère que cette présentation qui aura Un peu duré. qui aura duré, mais en même temps, enfin, il y avait beaucoup de choses à dire et tout, donc on a essayé de faire ça assez court pour que ça soit condensé, pour parler à la fois des règles, à la fois de notre ressenti, à la fois des évolutions par rapport à la V2, des figurines, tout ça. C'est pas facile de caler tout ça dans un laps de temps suffisamment court. En tout cas, on espère que vous en savez un peu plus pour ceux qui ne savaient pas tout ça. On espère aussi que ça vous a donné envie parce que évidemment on est payé à la commission par Games Workshop pour vous faire vendre des boîtes de Dominion, hein, évidemment. Avec le code Donc, Entre Jeux achetez-en Studio. beaucoup parce que sinon oui, Entre Jeux Studio a été racheté par Games. C'est un peu la nouvelle qui vient de tomber, on me le dit dans l'oreillette que non mais en vrai voilà, on espère forcément que ça vous aura donné envie parce que nous c'est vrai qu'on est plusieurs à être convaincus et Age of Sigmar va prendre un peu plus de place, notamment dans les rapports de bataille sur la chaîne. Oui. Donc on va être plusieurs à se foutre joyeusement sur la tronche. Et puis à terme, si vous jouez vous aussi, peut-être que vous serez avec nous pour jouer également. Il y a déjà des chauds sur les sorties Nains du Chaos. C'est ça. On n'a pas encore On de sent date. les hein, mecs qui ont connu c'est- les Nains du Chaos de l'époque et qui ont juste envie que ça revienne. Ils sont juste dans le fluff pour l'instant, mais c'est un premier pas. Ah mince, Julien Tigurius nous dit que c'est le contraire parce qu'on a racheté Games Workshop. Merde, Ah oui. j'ai mal lu l'annonce. Pardon, Attends. demi-chef. Par contre, du coup, on aurait pu nous envoyer nous-mêmes une boîte, hein, ça aurait été sympa. Si C'est vrai Games que Workshop, c'est vrai qu'un jour on aura peut-être l'occasion de s'envoyer des boîtes si on rachète Games. Du coup. C'est un investissement qui peut avoir du sens. Ouais, moi je trouve ça intéressant. J'aime bien le Gidino. Je comprends l'intérêt d'une émission dédiée du coup. Non, en fait, il n'y en a pas plus que de suivre l'actualité, évidemment. Yes, écoutez les copains, je pense qu'on va s'arrêter maintenant.
Je vais attendre le retour des Bretoniens. Faut être patient. Si seulement. Mais non, je sais pas, Keycord par exemple, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour la fin de l'émission, avant qu'on se quitte? Non, je pense que Dominion, c'est un bon moyen de se remettre sur Age of Sigmar si on l'avait quitté. Et puis même si vous ne le prenez pas, je pense que la V3 est quand même très prometteuse en termes de règles de contenu. Et puis ça va relancer l'intérêt des parties. Voilà. C'est clair. Clément? Eh ben écoute, impatient d'avoir tout ça et de pouvoir faire des parties là surtout. Maintenant que j'ai un peu toutes les règles en tête, je suis bien curieux de pouvoir jouer à tout ça. Yes, carrément tout pareil pour moi. Moi, je vais juste conclure le live sur un peu la suite. Donc la suite, c'est quoi? C'est restez bien au courant du planning d'entre-jeux studio et notamment entre deux guerres parce qu'on vous prépare quelques trucs justement sur la V3. On va se faire un live de papa où on va, sans en dire trop non plus, on va faire un petit défi challenge un peu délire sur la boîte Dominion de la V3 justement pour faire un truc un truc cool qui va envoyer du bois. Donc suivez tout ça. Pour la suite, pour les autres émissions, j'avoue que là, comme d'habitude, j'ai pas regardé le planning avant. Donc du coup, je vais le regarder en direct live, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Oh, mais tout a changé sur le Discord. Moi, je suis perdu, les gars. Je suis perdu. Alors écoute, on n'a rien ce week-end en fait. Demain, on a quoi? Si, on a Popcorn demain, pardon. On a Popcorn Studio. Yes. Popcorn Studio, les gars. C'est pas rien, ça. Yeah. Pour voir le beau Tigurius nous parler de ses films préférés. Des films qu'on peut regarder à toute heure de la journée, bien évidemment. Il va pas parler que de X, même si on aimerait parfois qu'il se dévêtisse un peu. Bref, du coup, demain, Popcorn Studio. Et puis ensuite, il y a toujours le... Alors attends, c'est Keycord, c'est quand l'atelier Talespire, c'est quand ça? Non, c'est repoussé à samedi soir pour moi. Ouais, ok, voilà, c'est ça. Donc c'est repoussé à samedi soir. Donc du coup, il y a encore un petit peu d'actu pour la semaine, donc n'hésitez pas. Tigurius qui s'enflamme, la meilleure émission, évidemment. Ouais. C'est tout à fait vrai après entre deux guerres. Du coup, on s'arrête là-dessus. Oui. Les copains, restez informés de tout ça sur le Discord du studio. Et puis on vous dit à très très bientôt. Le prochain entre deux guerres, ce sera dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est pas impossible qu'il y ait un petit live peinture qui s'intercale. Donc restez informés. Et puis bonne soirée à tout le monde. Ciao, à bientôt. Ciao.